Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et tout ça. Je suis content de vous avoir de nouveau sur la chaîne pour une nouvelle interview. Alors c'est une interview qui va être un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque ça va pas être une interview où on va rentrer en profondeur sur les thèmes politiques, on va pas demander, on ne reçoit pas un député européen pour parler de ses priorités, etc. etc. On va lancer idéalement une nouvelle série de streams, de streams qui vont être dont l'idée ça va être de refaire un peu les bases, le tour des bases avant les élections européennes. En gros, le b.a.-ba de l'Europe, l'Europe pour les nuls, de sorte qu'à ce que quelqu'un qui ne connaît rien à l'Union européenne avant les élections, eh ben il aurait quelques streams sur lesquels se rattacher pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne l'Union européenne et pourquoi on lui demande de se déplacer le 9 juin prochain pour voter aux élections européennes. Et du coup, pour inaugurer cette série, on va parler du Parlement européen pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le Parlement européen et à quoi ça sert. Et donc, du coup, pendant les prochaines 45 minutes, je vais prétendre que j'ai jamais foutu les pieds au Parlement européen, que je n'y connais absolument rien, et de comment ça fonctionne. Ça va être un exercice un peu particulier pour moi, je vous le dis, mais ça y est pour la bonne cause. Et du coup, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Parlement européen, je serai ce soir avec Isabelle Coustet. Elle est la chef du bureau du Parlement européen en France, et donc une partie de son travail consiste à rendre ce que le Parlement européen fait au quotidien compréhensible pour le commun des mortels, on va dire. Vous avez déjà pu la voir chez le camarade Jean Massier et récemment sur Backseat, donc à ce stade c'est une spécialiste de Twitch, elle connaît parfaitement comment ça fonctionne. Comme d'habitude, moi j'ai préparé mes questions pour Madame Coustet, hein. Vous avez un chat, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions sur le Parlement européen, comment ça fonctionne et tout ça, réagir et participer à la discussion. Je garderai un œil sur le chat et je retranscrirai vos questions si on a le temps, si on n'a pas déjà couvert les sujets, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Ça sera une interview un petit peu plus courte que ce qu'on fait d'habitude, 45 minutes au lieu d'une heure, parce que j'ai pas envie de surcharger, on va dire, des gens qui ne connaîtraient pas très bien comment ça fonctionne le Parlement européen. Ça va être déjà pas mal d'informations à balancer, donc j'ai pas envie de charger la barque. Autrement, écoutez, une fois ces 45 minutes seront écoulées, Mme Coustet ira profiter du reste de sa soirée. Moi, je vais rester avec vous, hein, vous n'aurez pas le choix, je resterai à streamer avec vous pendant encore une demi-heure, trois quarts d'heure, pour revenir sur cette interview, revenir sur les principaux thèmes, répondre à des questions complémentaires, donner des éléments complémentaires, d'autant que on parle du Parlement européen, je connais un peu le Parlement européen, donc je peux vous donner quelques éléments en plus. Donc voilà le programme pour ce soir. Et sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Isabelle Coustet, bienvenue et merci encore d'avoir accepté de venir ce soir pour répondre à nos questions. Vous m'avez entendu faire une courte introduction sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites à Paris, au Parlement européen. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter avant qu'on se lance, on va dire, dans le dur ? Non, je dirais que c'est un poste passionnant, un peu étrange parce que c'est pas vraiment le poste de fonctionnaire grisonnant dans un bureau. C'est vraiment un poste à 360 degrés. C'est j'ai eu beaucoup de postes au Parlement européen. C'est un de mes préférés. D'accord. Et du coup, en fait, vous êtes la chef du bureau du Parlement européen en France, vous êtes basé à Paris, mais déjà, pourquoi est-ce que le Parlement européen il a un bureau à Paris ? C'est quoi votre boulot au quotidien ? Oui, alors c'est vrai qu'on a besoin de bureaux dans les États membres pour faire la liaison sur le plan institutionnel, c'est-à-dire que quand il y a une délégation de parlementaires européens qui viennent officiellement en France, on les aide pas seulement à faire les rendez-vous, parce que ça c'est aussi les secrétariats de commission qui les font, mais aussi à faire, à les faire suivre par la presse nationale, la presse régionale aussi, lorsqu'ils viennent en région. Et puis on a une autre mission qui est celle de justement intéresser les journalistes français, pas ceux qui sont dans la bulle, là où vous vivez, Quentin, parce que vous vivez à Bruxelles, je crois, hein, c'est Oui, oui, ça. tout à fait, tout à Donc fait. les correspondants, ils connaissent très très bien le Parlement européen, et ils ont eux-mêmes du mal à faire passer leurs articles dans les médias nationaux. Donc nous, on est carrément en France et on essaye de capter les journalistes sur le territoire pour qu'ils ils suivent plus le Parlement européen. Puis après, il y a une troisième mission, c'est de l'information grand public. Et là, on est très fiers d'avoir ouvert, avant on faisait des événements ponctuels, mais là on est très fiers d'avoir ouvert un lieu à Paris qui s'appelle Europa Experience et qui est une sorte de musée interactif sur l'Europe, en fait sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais qui n'est pas du tout ennuyeux. Il n'y a aucun document chez nous, il n'y a que des expériences, en fait, une carte en réalité augmentée, un cinéma à 360 degrés, un jeu de rôle de 2 heures. Ouais.
qui permet de comprendre le Parlement européen en se mettant à la place du député, qui permet de comprendre tout ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui en fait. C'est un Et peu comme donc le voilà, parlementarium à Bruxelles, c'est ça? Et le c'est mini-parlementarium à exactement la même chose. Strasbourg. D'accord, ouais. Oh, C'est c'est bien sûr. exactement la même chose, sauf que là, bon, on est à Paris, donc c'est quand même plus facile d'accès pour les Français. Bien entendu, bien entendu. Alors, je retire ma casquette de personne qui vit à Bruxelles, qui sait ce que c'est que le Parlement européen. Je me mets dans les plats, dans les chaussons de quelqu'un qui ne connaît rien. Euh, Parlement européen. C'est quoi le rôle du Parlement européen dans les institutions européennes? À quoi ça sert? Le Parlement, c'est l'institution qui a la légitimité démocratique. C'est la seule qui est élue au suffrage universel direct tous les 5 ans. Donc en fait, son élection va entraîner la légitimité, la nomination des autres institutions. Donc alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, l'élection européenne, c'est seulement depuis 1979, et les communautés européennes, elles existent depuis la fin des années 50. Donc ça a été long déjà à faire accepter le principe d'une élection au suffrage universel du Parlement européen. Et au fur et à mesure que l'Union européenne a pris des pouvoirs, c'est au Parlement européen qu'on a aussi donné plus de pouvoirs, puisque c'était l'institution, et c'est toujours l'institution qui est élue au suffrage universel direct. C'est comme une assemblée nationale du gouvernement européen, quoi. C'est comme donc c'est l'institution qui va voter les lois avec le Conseil étant comme une deuxième chambre, un peu comme le Sénat. Et elle va aussi voter le budget annuel avec le Conseil. Et puis, elle va contrôler l'exécutif, comme dans une démocratie. C'est-à-dire que le rôle des députés européens va être aussi de contrôler ce que fait la Commission européenne. Elle peut créer des commissions d'enquête. Et surtout aussi, c'est lui qui va investir la nouvelle Commission européenne au mois de juillet, après les élections européennes. Donc nous, au Parlement, enfin dans le système européen, on commence en quelque sorte par l'élection législative. Et donc du coup, Voilà, voilà, vous avez déjà cité le Conseil, voilà, c'est l'équivalent du Sénat. La Commission européenne, c'est l'équivalent du gouvernement, si on fait un parallèle avec la France. Et du coup, ça nous fait un peu un triangle de 3 principales institutions européennes. Et dans la relation entre eux, donc je comprends qu'il y a un rôle de contrôle entre le Parlement européen et la Commission. La Commission rend des comptes au Parlement. Et vis-à-vis du Conseil, c'est quoi la relation entre le Parlement et le Conseil? Alors, c'est comme 2 législateurs qui vont, alors l'Assemblée nationale et le Sénat, qui vont devoir se mettre d'accord dans les mêmes termes sur un texte. Donc, il va y avoir aussi une commission mixte paritaire, ce qu'on appelle les trilogues. Alors, pourquoi il y a 3 et pas 2? C'est parce que la Commission européenne y assiste aussi, qui est chargée, elle est garante de l'intérêt général. Mais on va dire, pour être un peu plus concret, on va dire que traditionnellement, le Conseil, il va défendre l'intérêt des États-nations. Parce que l'Union européenne, c'est pas un grand État avec des collectivités, avec des régions. On ne peut pas le comparer à la France, hein, qui a après fait un peu de décentralisation. C'est l'inverse. Nous, c'est des États-nations qui sont mis ensemble pour faire uniquement ce pourquoi ils sont plus forts ensemble. Donc, en gros, il y a un organe quand même qui représente l'intérêt des États-nations. Donc là, les Polonais vont défendre leurs intérêts, les Français aussi, et ils vont voter en fonction de leurs intérêts souverains. Et le Parlement européen, lui, en revanche, il va siéger par groupe politique et il va être traditionnellement, en général, la majorité, depuis la création du Parlement européen, depuis son élection, la majorité est pro-intégration européenne. Et il va plutôt défendre, alors, pas seulement l'intérêt européen, mais l'intérêt du citoyen européen, cette fois-ci. Donc, pas moi en tant que Français, défendu par mon État français, mais moi en tant que citoyen, consommateur, salarié, femme, homme, donc, parce qu'il est élu directement. Donc en gros, c'est un peu ça la relation. On va dire qu'en général, le Parlement européen va être toujours un peu plus en faveur de plus de textes européens, et toujours plus en faveur de droits pour les citoyens. Le Conseil va plutôt privilégier son son intérêt souverain. Étatique, national, ouais. Étatique, pour les Français, défendre l'industrie nucléaire, ou bien, vous voyez, enfin, des intérêts qu'on voit un petit peu traditionnellement dans un système international. Donc le Parlement européen, c'est un élément plutôt plutôt supranational en quelque sorte, mais citoyen. La Commission européenne, pareil, elle défend l'intérêt général, mais elle n'est pas élue, et tandis que le Parlement européen va défendre plutôt l'intérêt du citoyen européen. Et du coup, voilà, si le Parlement européen, un député européen représente l'intérêt des citoyens, enfin,
Comment il fait ça concrètement, la journée lambda d'un député? Enfin, il va faire quoi pour défendre l'intérêt du citoyen? Bon, alors déjà, il est élu sur une tendance politique. Donc, il va défendre aussi l'idéologie de son parti. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, un député qui est au PPE va pas avoir la même vision de l'intérêt du citoyen qu'un député vert ou qu'un député socialiste. Donc déjà, il a promis à ses électeurs une certaine vision de l'Europe. Donc c'est ça qu'il va défendre. Après, dans sa vie quotidienne, alors là, on va passer direct. Il appartient donc à un groupe politique. Peut-être on reviendra sur la composition des Oui. différents groupes politiques, parce que ça, je trouve que c'est très très important. Mais si vous me posez la question sur la vie quotidienne du député, il appartient à un groupe politique. Il va choisir aussi un sujet sur lequel il va être spécialiste, parce que personnellement, il va voter sur tout. Le vote est personnel au Mmh. Parlement européen. Vous ne pouvez pas envoyer votre assistant ou faire voter votre collègue député. Donc il va voter sur tout, mais il ne sera pas spécialiste de tout. Il va se spécialiser en choisissant une ou deux commissions parlementaires dont il est membre titulaire, puis une ou deux autres dans lesquelles il est membre suppléant. Mais il va se spécialiser sur un ou deux sujets. Hein. Donc il va aller en commission. Il y a 20 commissions parlementaires en fonction des compétences de l'Union. L'environnement, le social, le marché intérieur, la politique étrangère. Donc, Mmh. on va avoir 20 commissions parlementaires comme ça. Ensuite, il va avoir un rôle plus ou moins important je l'ai dit, dans son groupe politique. Et en fonction de ça, il va avoir pendant la mandature aussi peut-être la chance d'avoir un rapport sur un projet de législation. Il a beaucoup plus de chances qu'un député national d'en avoir un pendant son mandat. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, si on compare au député national, vous êtes soit dans l'opposition, soit dans la majorité. Si vous êtes dans la majorité, bah, vous allez modifier le texte peut-être, le projet de loi du gouvernement à la marge voilà, pour défendre un peu l'intérêt. Mais globalement, vous devez rester un peu dans cette et puis Ouais, il si y a vous une êtes dans ligne il y a une l'opposition, ligne à défendre et point à la ligne, quoi. la ligne à défendre. Si vous êtes dans l'opposition, bah, vous aurez rarement l'opposition de vous. Alors, sauf aujourd'hui où maintenant on a un Parlement, une Assemblée nationale qui n'a plus de majorité absolue. Mais au Parlement européen, on n'a jamais eu de majorité absolue. Donc, il y a un système de répartition des grands dossiers entre les groupes politiques. Et donc, même si vous êtes dans un groupe politique qui est minoritaire, vous allez à un moment donné, si vous êtes un bon député, avoir la responsabilité d'un projet de législation européenne. Mais alors, vous allez être obligé de négocier avec l'ensemble pour pas qu'il soit complètement détruit, votre projet. Ça va être plus long, mais vous allez devoir négocier avec tout le monde et bâtir des compromis. Mais vous allez avoir ce rôle de législateur très important, que vous soyez LFI, LR ou Renaissance, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais, donc quelque en gros, chose tout le monde parle à tout le monde en fait. Il n'y a pas y a pas de logique opposition-majorité. Pour bâtir la majorité, bah voilà, le PPE va devoir parler aux socialistes, qui va devoir parler aux Verts, qui va parler à Renaissance et essayer de bâtir des majorités texte par texte. C'est C'est ça, grégé. il y aura des lignes rouges par groupe politique, bien sûr, hein, et puis peut-être des fois des compromis qui ne seront pas possibles sur des choses qui vont après s'arbitrer en séance plénière. Mais vous allez commencer à construire sur une base, et cette base, elle est. Voilà. Et donc, quand vous êtes député européen, ben, vous devez organiser votre vie entre le groupe politique, la commission parlementaire et la séance plénière qui a lieu à Strasbourg, une fois par mois. Et donc, vous fonctionnez par semaine, on va dire. Et vous êtes toujours avec la valise, ça c'est Mhm. sûr. Donc, c'est quand même un mandat aussi éreintant sur le plan physique, on va dire. J'ai une question dans le chat justement sur cette différence de culture politique par rapport à ce à quoi on est habitué en France. Étant donné que l'approche parlementaire où il n'y a pas de majorité absolue, c'est quelque chose qu'on voit dans les pays avec des traditions parlementaristes, en Allemagne, en Belgique, etc. Est-ce que ça leur permet de mieux s'adapter aux logiques européennes qu'un pays comme la France où on est habitué, il y a un parti qui a la majorité absolue et point barre. Est-ce que ça pour des pays qui n'ont pas cette logique-là, c'est plus facile de s'intégrer au Parlement européen? Je pense que oui. Très sincèrement, je pense que oui. Mais les députés français, les députés européens français sont surpris du système quand ils sont nouveaux, mais ils finissent par aimer ce système. Et c'est quelque chose qui les européanise en quelque sorte. Parce que
Vous avez cette dimension multinationale à l'intérieur de votre groupe, donc déjà ça crée des solidarités. C'est très intéressant de savoir comment pense le Bulgare, le Roumain, qui est de votre même tendance politique, parce que même ça, il y a une culture politique différente. Je pense par exemple si on prend dans le groupe Renew entre un Néerlandais libéral et un Renaissance français, il n'y a pas la même conception de l'intervention étatique, par exemple. Et pourtant, ils sont dans le même groupe. Donc déjà, vous apprenez à... Et même dans la forme, je dirais, vous ne vous adressez pas de la même façon à vos collègues. On ne s'invective pas tellement dans l'hémicycle. On est très poli, on est très courtois parce qu'il y a ce respect de la culture, de l'autre. C'est toujours un peu plus long aussi quand on s'adresse, quand on va à une réunion. Mais ça a son charme, je dirais. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement que à l'intérieur du groupe, donc vous avez cette dimension transnationale, culturelle, mais après, entre les groupes aussi, vous avez cette dimension de négociation. Et quand vous arrivez à bâtir des compromis, c'est déjà une vraie réussite, c'est un vrai travail commun, collectif, il y a une sorte d'engouement pour ce travail. Et puis après, il y a cette logique que j'ai expliquée du Parlement européen contre le Conseil. Vous allez vous battre parce que vous avez une position que vous estimez peut-être plus progressiste pour le citoyen, plus avancée pour l'Europe, par exemple. Et vous allez devoir après négocier ça dans le trilogue face au Conseil, et ça crée une solidarité peut-être inattendue avec vos collègues des autres groupes politiques. Vous voyez, Mhm. donc je pense que c'est quelque chose d'assez c'est assez fort comme mandat, et que tout, mais sans exception, bon, il y a certainement des exceptions, mais en tout cas, beaucoup de députés européens que j'ai vus prennent à cœur ce mandat et y ont de l'attachement. Ce qu'ils déplorent par contre, c'est qu'ils disparaissent complètement de la vie politique médiatique française. Et ça, c'est un vrai problème pour eux parce que c'est un mandat qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour négocier, pour voyager. Et puis, ils n'ont pas beaucoup de temps pour rendre compte. Si en plus, ils ne passent pas sur les plateaux télé, bah, c'est mission impossible, quoi. Ouais, ils sont pas tous les soirs sur BFM ou à faire le tour des plateaux. C'est sûr que Non, ça peut être un peu le désert non, médiatique par moment. non, Euh, une question qu'on me pose souvent, alors, pas sur ce stream, mais souvent en préparation d'autres streams, c'est surtout chez les Français, on me dit est-ce que le Parlement européen, c'est comme dans Parlement la série? Vous avez vu déjà la série Parlement? Ok, bien sûr. est-ce que Parlement est un bon reflet du Parlement européen dans la vraie vie? Bon, évidemment, c'est une caricature, hein, cette série. On ne va pas dire que tous les députés européens sont comme. Je crois qu'il s'appelle Michel, le député, non? C'est ça? Michel Specklin, si mes souvenirs sont bons. Oui, Ouais, Michel Specklin. Michel Specklin, voilà. Évidemment, tous les députés européens ne sont pas comme Michel Specklin. C'est une caricature. Mais il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Alors, je ne peux pas vous passer en revue tout ce que je trouve de super pertinent dans la série, parce que là, je ne l'ai pas en tête, elle n'est pas assez fraîche pour moi. Mais moi, je l'ai mangée comme ça, la série, parce qu'effectivement, ça me parlait beaucoup. Mais vous remarquerez que vous trouvez cet aspect que j'ai un peu décrit tout à l'heure. Il y a une espèce de solidarité. Je crois que dans la saison 1, quand ils réussissent à faire passer leur amendement sur les ailerons de requin, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Oui, oui, et puis ça, c'est une alliance entre un PPE, non, c'est un Renew, un Vert, et elle est quoi, Rose? Elle doit ECR ou FDD à l'époque, enfin voilà, c'est c'est transparti, Oui, c'est quoi. ça. C'est le parti un petit peu eurosceptique parce Ouais. qu'elle est britannique, en fait. Elle est dans le parti de l'ECR. Mais en fait, c'est aussi une allégorie, tout ça, hein. Je pense qu'en fait, on grandit un petit peu avec le personnage. Et lui, c'est un petit peu l'Europe qui se professionnalise et qui prend de plus en plus de responsabilités et de profondeur, en fait. C'est un peu ça, je pense, qu'ils ont voulu lui montrer dans la série. Donc, à tout point de vue, je trouve que c'est une bonne série quand même pour comprendre le Parlement européen. À certains aspects, évidemment. Bien sûr. Mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, le travail. On est d'accord. Oui, je peux certifier. Je remets ma casquette 2 secondes. Oui, je peux certifier que c'est plus sérieux que ce qui se passe dans la série. Exact. On a fait déjà un peu le comparatif entre l'Assemblée nationale et le Parlement européen. Et voilà, vous avez déjà mentionné, voilà, le Parlement européen a des pouvoirs, le député européen a des pouvoirs. Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, un député européen peut faire, mais qu'un député national n'a pas le pouvoir de faire? Ou, enfin, c'est quoi en gros, si vous voulez qualifier la différence entre un député national et un député européen, où est-ce que ça diffère? Bah, je l'ai dit pour les pouvoirs au quotidien, c'est-à-dire que même dans un groupe minoritaire, si on fait bien son travail de député, c'est-à-dire qu'on est assidu,
qu'on prend des responsabilités sur les sujets dont on a la compétence ou on acquiert des compétences sur un sujet qui tient à cœur à son groupe politique, on va à un moment donné avoir un rôle de rapporteur ou ce qu'on appelle de shadow rapporteur, parce que quand vous nommez un rapporteur dans un groupe politique, justement, il va avoir des correspondants dans l'ensemble des groupes politiques qu'on va appeler shadow rapporteurs. C'est un peu la même chose qu'un shadow cabinet en Angleterre, au Royaume-Uni. Vous savez, quand vous avez un gouvernement dans la majorité, vous avez une sorte de gouvernement fantôme De qui sont les l'opposition, ouais. équivalents dans le... Eh ben, c'est pour ça qu'on les appelle les shadow rapporteurs. J'aime pas le mot français qui est la traduction littérale, c'est le rapporteur fictif. Alors nous, fictifs, on les associe aux emplois Ouais, les fictifs. députés n'aiment pas trop cette appellation. Genre, ils disent rapporteur du groupe politique, machin. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'aime bien dire le mot en anglais, finalement, shadow rapporteur. Hein, j'aime bien ce que ça veut dire. Donc on va être rapporteur ou shadow rapporteur ou rapporteur pour avis d'une commission parlementaire. Donc ça, si vous voulez, c'est un pouvoir que l'on a, quel que soit son groupe. Et ça ne peut pas arriver à l'Assemblée nationale si vous êtes dans un groupe d'opposition. Quelle est la différence encore avec un député national? C'est aussi la différence des pouvoirs du Parlement européen lui-même. Le Parlement européen, c'est un Parlement qui est maître de son ordre du jour. Il n'y a que lui qui peut décider ce qui va passer dans son ordre du jour. L'ordre du jour, il est décidé par la conférence des présidents de groupes politiques. Donc les 7 groupes politiques ont des présidents et ce sont eux qui se mettent d'accord sur ce qu'on va aborder. Et il y a une dernière réunion juste avant la réunion de la session plénière où justement là on va mettre des sujets d'actualité. Par exemple, le meurtre de Navalny va être à l'ordre du jour là à la session plénière de la semaine prochaine. C'est évident pour qu'il y ait un débat politique sur cette question. On n'a pas de pouvoir des décisions, ni de pouvoir législatif évidemment dans ce domaine-là, il n'est pas possible, mais je veux dire, donc ça va refléter l'actualité. C'est pas la Commission européenne qui va dicter l'ordre du jour du Parlement européen. Et si le Parlement européen ne veut pas d'un sujet, il peut ne pas jamais le mettre. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Il n'a pas de délai non plus pour examiner un texte. Et il n'y a pas de 49.3. On ne peut pas vous obliger à l'adopter. Il y a effectivement quand même un article qui ressemble un peu, qui a été utilisé pendant le Covid, qui est, je crois, l'article 174 du traité, mais vous vérifierez, Quentin, Ouais. qui est un article qui permet l'urgence. Et notamment, pendant le Covid, il a fallu adopter certains textes en urgence, en urgence, y compris dans la crise, dans l'agression russe en Ukraine. Donc là, le Parlement accepte l'urgence, et voilà, mais ce n'est pas quelque chose qu'on lui impose. Donc ça, je dirais que c'est quand même un pouvoir très différent. Et après, aussi, j'allais dire aussi, puisqu'on parlait de la commission, dans le cadre du contrôle du Parlement sur la commission, je remets ma casquette, le Parlement a aussi un pouvoir plus important, par exemple sur la nomination des commissaires, il y a des processus qui n'existent pas à l'Assemblée nationale. Ah oui, tout à fait, ça c'est très important. Sur la nomination du gouvernement, ça c'est quelque chose qui est une prérogative du Premier ministre, souvent donc aussi en négociation avec le président de la République, mais enfin officiellement donc du Premier ministre. Et le secrétaire général de l'Élysée sort sur le perron de l'Élysée, vous donne la liste des ministres qui ont été nommés. Ça prend un peu plus de temps maintenant parce qu'il faut contrôler on contrôle beaucoup plus maintenant la haute autorité de la vie publique contrôle beaucoup plus les déclarations d'intérêt financier, etc. des membres du gouvernement, mais ça m'égare plus de 2 semaines. Et même dernièrement, dans lesquelles on a reproché, moi j'ai trouvé ça un peu hallucinant quand même, que tout le monde dit ah mais ce gouvernement, 2 semaines sans ministre des Transports, mon Dieu, etc. Mais au Parlement européen, ça va mettre 6 mois pour avoir des commissaires. Enfin 6 mois, 3-4 mois. Ouais. Pourquoi ? Parce que, bon, d'accord, il y a un élément national. Il y a 27 commissaires, 27 nationalités. Vous avez compris qu'on va avoir finalement un commissaire par nationalité. Mais les commissaires ne sont pas là pour représenter l'intérêt national, c'est le Conseil. Pourquoi c'est si long ? C'est parce que le Parlement européen va contrôler, a pris son rôle très au sérieux. C'est écrit dans les traités, mais quelques petites phrases comme ça. Il n'y avait pas écrit de procédure. Le Parlement a développé cette procédure d'audition des candidats commissaires, c'est-à-dire que maintenant, si un État membre propose telle personnalité pour devenir commissaire européen, le Parlement européen va l'écouter, la commission parlementaire compétente, par exemple un commissaire à l'environnement, la commission
parlementaire de l'environnement va l'interroger pendant 4 heures. Donc 50 députés, membres de cette commission, de différentes nationalités, de différents groupes politiques, vont interroger le candidat commissaire pendant 4 heures et contrôler sa compétence. Donc fini les recyclés de la politique nationale qui ne sont pas compétents sur le sujet, mais bon, ça va sur la couleur politique, etc. Ça, c'est pas possible. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop technocratique, parce qu'on va contrôler aussi son engagement européen. Donc là, c'est quelque chose qui existe dans les traités, qui est assez intéressant, parce qu'en fait, en théorie, un eurosceptique ne pourrait pas devenir commissaire. On contrôle son engagement européen. C'est écrit dans les traités. Ensuite, la troisième chose, c'est, excusez-moi, j'ai oublié, c'est la moralité, la déclaration d'intérêt, etc. Donc là, tout est passé au crible. Et il y a eu déjà des commissaires européens qui ont été finalement rejetés par les députés de la commission je ne me rappelle plus, je crois que c'était Liberté Civile à l'époque. Il y en a un à chaque mandat. Il y en a un ou deux à chaque mandat. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a un groupe politique qui retoque, quand il y a une tendance politique, parce qu'ils sont tous une tendance politique aussi, c'est un petit peu aussi un gouvernement de coalition qu'on nomme, l'autre groupe, si c'est un groupe important, va essayer d'attaquer celui du groupe. Donc il y a aussi des jeux politiques qui se jouent. Mais avant toute chose, compétences, engagement européen, et tout ça est public. Il peut y avoir, donc il y a une audition. Il peut y en avoir une deuxième si on n'est pas trop sûr. Donc, quand on est sur le fil du rasoir, qu'on passe la deuxième audition, c'est pas terrible. Et puis ensuite, il y a une lettre qui est envoyée à la conférence des présidents parce que, en fait, c'est presque un abus de pouvoir du Parlement européen. Parce que dans les traités, il est dit que c'est une adoption, une investiture collégiale. On peut investir toute la commission ou personne. Et du coup, le Parlement a créé cette procédure avec toutes ces auditions. Et du coup, la Commission européenne va dire alors je me présente pas parce que là il y a eu un problème avec celui-là. Je vais demander à l'État membre de m'en reproposer un autre. Et voilà. Et donc c'est extraordinaire le travail qu'a fait le Parlement européen pour avoir ce contrôle sur la nomination des commissaires européens, je trouve. Et ça peut durer jusqu'au septembre-octobre. Les élections ont lieu en juillet. Il y a déjà un vote d'investiture du président de la Commission européenne en juillet, une présidente, et ensuite la présidente forme son gouvernement avec les propositions des États membres, distribue les portefeuilles, et puis arrivent les auditions au Parlement européen, et là encore, il y a ce contrôle, il peut y avoir encore des changements, et enfin, octobre, on finit par avoir un commission gouvernement complète, de mars. Et une question dans le chat, est-ce qu'il y a des équivalents au niveau européen, des décrets ministériels ou des décrets présidentiels avec la Commission européenne? Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de... Si, tout à fait, il y a ce qu'on appelle des actes délégués. Alors on rentre un peu dans la technicité, mais l'image est très très bonne et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, vous avez différents types d'actes européens. La loi européenne, c'est la directive. Alors, elle s'appelle directive, c'est horrible, on a l'impression que c'est une circulaire ministérielle, le mot. J'avoue que ça aide pas à comprendre, mais une directive, c'est alors, quand je dis la loi européenne, c'est une sorte de loi cadre, en fait, une directive, une loi cadre. Elle fixe des objectifs, mais ils sont tellement à long terme et tellement ambitieux qu'on a besoin d'une législation nationale pour le faire. Le cas typique, c'est la législation... par exemple, c'est ce qu'on appelle le pacte vert. Le pacte vert, c'est une grande directive européenne qui dit on doit réduire nos émissions de carbone de temps à l'échelle de temps. C'est pour en fait mettre en œuvre les accords de Paris pour l'Union européenne. Et du pacte vert vont découler tout un tas de textes plus précis. Et notamment, ce pacte vert, il doit être aussi transposé en droit national. D'accord ? La directive, elle est assez globale et elle doit être transposée. Donc là, le législateur français va définir les modalités, comment on fait pour parvenir à cet objectif. Après, il y a un texte plus fort encore, moi que je trouve encore plus fort, qui est le règlement. Alors là, c'est encore pire comme terme, parce on a l'impression que c'est un acte réglementaire. Alors qu'en fait, ça, c'est une loi européenne. C'est hyper fort et ça s'adopte, ça s'applique aux citoyens européens sans transposition nationale, avec juste un délai de transposition. Et donc là, il y a des obligations suffisamment claires
de faire ou de ne pas faire. C'est par exemple, j'ai pas d'exemple en tête là, mais vous en aurez bien, hein, quand tu as un Oui. règlement sur la protection des données, par exemple, qui donne des obligations claires et qu'on peut aussi, nous, invoquer en justice devant l'État, devant le juge français, Mmh. si on est après le délai de mise en œuvre, par exemple. Donc ça, c'est ça. Mais ces deux textes-là, ils doivent être adoptés par le législateur. Donc le Parlement européen et le Conseil. Et s'il n'y arrive pas, il n'y a pas de texte. D'accord? Échec. Et on repart à la case départ, ou on repart pas d'ailleurs, où on légifère pas. Il y a un vide juridique européen, par exemple, on Mmh, n'a mmh mh. pas réussi à se mettre d'accord. Ça arrive. Ça arrive, par exemple, c'est le cas de dernièrement la loi Règlement il pesticides, y avait oui. un projet. Exactement, il y avait un projet de règlement sur l'utilisation durable des pesticides. Ça voulait dire donc l'utilisation durable, ça voulait dire en fait réduire l'utilisation des pesticides, mais ça voulait pas dire les interdire tous, mais fixer des règles. Et bon, cette législation a été rejetée par le Parlement européen et là, elle vient d'être retirée par la Commission européenne. Donc, il n'y aura pas de loi avant la prochaine mandature sur ce Mmh. sujet, par exemple. Donc, ça arrive des échecs, hein, on ne légifère pas tout le temps. Et puis, il y a des actes délégués que la Commission européenne peut prendre. Alors là, on considère que c'est trop technique et que la Commission européenne a un pouvoir délégué. Là où ça blesse, c'est que ce n'est pas toujours si technique que ça. Un exemple, c'est l'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation d'un pesticide comme le glyphosate. Vous avez une législation sur les pesticides. Ce n'est pas parce que celle que j'ai expliquée a été rejetée qu'il n'y en a pas du tout. Mmh. D'accord? Et en délégation, la Commission européenne, elle peut adopter, c'est elle qui décide pour combien de temps et si on va continuer à autoriser l'utilisation de ce pesticide dans l'Union européenne. Les États membres peuvent fixer des règles un petit peu plus précises, évidemment, mais, mais Il y a pas un contrôle direct c'est du parlement, quoi. non, il n'y a aucun contrôle. Et par exemple, le Parlement européen n'est pas d'accord là-dessus. Donc des fois, il contrôle, il a essayé de dire, il y a des actes délégués pour lesquels la Commission, il a essayé de faire une sorte de classification des actes délégués. Et il y a des fonctionnaires dans les commissions parlementaires qui se frappent tous les actes délégués pour voir si celui-là, ça ne serait pas un acte délégué qui est un peu un acte législatif déguisé et qu'on aurait notre mot à dire et on n'est pas d'accord sur cette procédure. Vous voyez, donc ça devient très technique, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important d'avoir un législateur qui vérifie ça, en fait, Mmh. qui fait un contrôle politique du texte. Ouais, et Donc du oui, coup, ça oui, existe. ça existe et voilà, encore une fois, derrière, il y a une lutte de pouvoir aussi un peu entre le parlement et la commission, sur chacun essaie d'avoir un peu son mot à dire sur ce que l'autre fait. Heu, Et avec un arbitre quand même, hein. L'arbitre, ça serait la Cour de justice des communautés européennes qui va dire oui, alors ce serait non, là il aurait fallu, c'est pas un acte délégué, c'est pas assez technique. Donc il y a quelqu'un qui arbitre quand même dans mmh cette histoire de compétences, hein. Mais c'est toujours une lutte de pouvoir en fait, le Parlement européen. C'est super intéressant parce que en 50 ans, ce Parlement, il a acquis beaucoup de pouvoir et en fait, c'est aussi ce qui charme un peu les députés européens. Ils ont une espèce de, ça c'est très vrai dans la série Parlement. Il y a une espèce de militance, ça se dit pas la militance. Ils ont ouais, un petit côté militant pour le pouvoir de cette institution élue. Mais je pense que c'est très utile. non, non, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est vrai que quand on compare le Parlement européen, à l'époque, c'était quoi? L'Assemblée parlementaire à la fin des années 50, c'était des envoyés des parlements nationaux et qu'on compare aujourd'hui, on mesure le chemin parcouru en termes de pouvoir législatif. Heu, en parlant de ça, donc les élections européennes, c'est le 9 juin, 9 juin prochain. Heu, bon, les gens vont aller voter, on l'espère. Mhm. À la fin, ça fait des chocs à pic et ça donne des députés européens. Heu, une fois qu'on a voté, qu'est-ce qui se passe? Enfin, les députés, on est le 10 juin, on a 720 députés. Ils vont faire quoi? Il se passe quoi à partir du 10 juin? Alors, ces 720 députés, ils vont déjà aller rencontrer leurs homologues dans les groupes politiques. Ils vont se constituer un groupe politique au mois de juin. Et là, c'est très intéressant. On a 7 groupes au Parlement européen. Je ne les ai pas décrits, donc je vais prendre juste 2 minutes pour le Mhm. faire. Donc, on va de la gauche radicale à la droite radicale. J'utilise pas le mot d'extrême
mais vous pouvez le faire aussi si vous voulez, parce que moi je suis pas un commentateur politique, mais en gros, on a vraiment toute la panoplie des idées au Parlement européen. Le plus grand groupe, c'est le groupe PPE, avec 176 députés. Il s'appelle PPE parce que son nom vient du Parti populaire espagnol, mais en gros, c'est le centre droit. C'était les chrétiens démocrates, historiquement, les pères fondateurs de l'Europe. Ça a toujours été le plus grand parti, euh, mais au prix d'alliances parfois avec des partis plus à droite aussi. Donc il a toujours, pour être resté le plus gros, il y a eu quand même pas mal de différences entre certaines tendances à l'intérieur de ce parti. Ça reste quand même le premier groupe politique au Parlement. Ensuite, on a les sociodémocrates. Oh, ben là, c'est plus simple, on voit les partis socialistes européens, on va dire, hein. Ensuite, on a le groupe libéral, dit libéral, qui est maintenant devenu, il s'appelle le groupe Renew Europe, parce que c'est là où il y a les députés en Marche qui sont maintenant Renaissance. Hein, et donc, c'est là où on a le plus gros quota de Français, on va dire. Ça et le groupe ID, on y reviendra après. Eux, ils ont 101 membres, donc en fait, ils font un peu les majorités. Hein. Ils sont au milieu de l'hémicycle. Libéral en économie, libéral en société, très pro-européen. Parce que je ne vais pas décrire l'idéologie de chaque groupe, mais je pense que vous Oui, ça au comprenez pire, quand je... je pourrais revenir dessus après, c'est pas un souci. Ensuite, on a les Verts aussi, ça c'est facile à comprendre. Là, ils ont 72 membres actuellement. Ensuite, on a deux groupes eurosceptiques qui ont le même nombre de députés actuellement. Donc, un qui s'appelle ECR. Donc, historiquement, c'était les conservateurs britanniques. Alors, vous voyez à peu près qui c'est. Bon, ils sont sortis de l'Union européenne, donc il n'y a plus de Britanniques dans ce groupe. Il n'y avait pas de Français jusqu'à récemment. Il y a un député français maintenant qui est dedans, mais c'est le groupe, par exemple, du PiS polonais, qui sont dans la construction européenne, mais pas pour une Europe toujours, pas pour une Europe trop fédérée, on va dire, hein, en quelque sorte. PiS polonais qui est maintenant devenu dans l'opposition, qu'on a aussi contesté sur un certain nombre de comment dire, de visions Sur de l'état de la droit, oui, bien société, sûr. voilà, sur l'état de droit, etc. Et puis on a le groupe Identité et Démocratie, où là vous trouvez le Rassemblement national. Chez les Italiens, ça va être la Lega Nord de Salvini, tandis qu'à l'ECR, vous allez avoir Fratelli d'Italia de Meloni. Bon, j'essaye de donner quelques notions qui parlent aux Français, parce qu'il y a des groupes politiques. On ne parle pas des autres groupes politiques dans les autres pays. Ce qui est marrant, c'est que les autres États membres s'intéressent à notre vie politique. Ils connaissent bien la vie politique française, mais nous, on ne connaît pas la vie politique des autres pays. Et ça, c'est un tort aussi. Je pense qu'il faudrait que les Français s'y intéressent plus, mais que les médias leur en parlent plus aussi. Voilà, donc on va connaître un peu l'Italie, on va parler un petit peu, mais vous allez rarement avoir ou un peu de l'Allemagne, et vous allez rarement avoir des analyses, ou peut-être l'Espagne quand même. Mais après, voilà, hormis ces pays-là, on ne va pas trop comprendre la vie politique dans les autres pays. Mais par contre, au Parlement européen, tous ces partis-là vont se regrouper par famille politique. Enfin, on a les non-inscrits, et j'ai oublié de vous parler. Non, avant les non-inscrits, on a le groupe La Gauche, donc qui s'appelle La Gauche, qui s'appelait avant la Gauche unitaire européenne, qui avant était l'union de tous les partis communistes européens, et qui maintenant, pour les Français, il n'y a plus de communistes, parce qu'ils n'ont pas eu le seuil des 5% en 2019, mais il y a LFI, par exemple, la France Insoumise se trouve dans ce groupe-là. Eux, ils ont 37 membres. Donc, et après, vous avez les non-inscrits. Ça, c'est les députés qui n'ont pas trouvé de parti politique ou qui sont sortis de ces partis politiques. Par exemple, dans les non-inscrits, vous avez trouvé le Fidesz de Orban, de Viktor Orban, le Hongrois, hein, qui était avant au PPE et qui est sorti du PPE. Donc, en attendant, il se trouve chez les non-inscrits. Vous allez avoir aussi pas mal de membres du groupe des Cinque Stelle, qui était un mouvement politique de Beppe Grillo en Italie. On ne savait pas trop où classer sur l'échiquier politique en France, à gauche, un peu révolutionnaire comme ça. Parfois on les met chez les Verts, parfois on les met à gauche, mais en fait, voilà, c'est un peu difficile à classer. Ils sont un peu éclatés. Et maintenant, il y en a beaucoup qui sont chez les non-inscrits. Il y en a un qui est chez les Verts, par exemple. Mais bon. Il y en a un aussi qui a rejoint Renew, je crois, récemment aussi. Oui, tout à fait. Castaldo, je crois, qui a rejoint Renew. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je pensais à lui. Je pensais à lui, tout à fait, qui a rejoint Renew.
Chez les Verts aussi, par exemple, il y a une tendance, chaque groupe politique est adossé à un parti politique européen. Un vrai parti Mhm. avec un président, etc. La différence avec les partis politiques nationaux, c'est qu'il n'y a pas une adhésion directe du citoyen. Certains partis peuvent le faire, peuvent l'autoriser, mais vous n'allez pas avoir des foules qui adhèrent directement au parti européen et sans passer par le parti national. Mais du coup, il y a un parti notamment qui s'appelle l'Alliance libre européenne, qui est un parti plutôt de députés régionalistes. Ils sont pour une Europe des régions. Ceux-là sont plutôt traditionnellement accueillis chez les Verts. Les Verts s'appellent Verts VRALE, ouais. ALE, Alliance libre européenne. Donc vous allez trouver les députés plus régionalistes. Par exemple, le seul député corse qu'on avait dans cette mandature se trouve chez les Verts. Oui. François Alfonsi, si mes souvenirs sont bons. Voilà, exactement. Alors voilà, je vous ai fait le panel, mais je me rappelle plus la question, Quentin. Qu'est-ce qui se passe entre le 10 juin, à partir du 10 juin? Donc Oui. ils rejoignent un groupe politique et après, donc voilà, ils ont rejoint le PPE, Renew ou peu importe. Que font-ils après? Alors, il va se constituer des alliances, peut-être des nouvelles alliances, parce que ça, c'est un peu le suspense aussi. Parce que moi, je vous ai décrit ce qui existe. Ouais. Donc là, le suspense, c'est savoir qui va aller chez qui va être le groupe le plus gros, et est-ce qu'ils vont former une coalition, une sorte de coalition de gouvernement. Elle n'existe pas en tant que telle, cette coalition de gouvernement. Il n'y a pas quelque chose de signé. Mais quand même, en 2019, il y avait un accord politique pour dire ce que l'Union européenne doit faire dans ce mandat. C'était avant le Covid et l'Ukraine, hein, je précise. C'est le Green Deal, le pacte vert, c'est lutter contre le changement climatique parce que c'est là-dessus qu'on est plus efficace ensemble. Donc le député, il va aller dans son groupe politique, il va avoir quelle appartenance. Les différents groupes politiques vont élire leur président et ils vont se constituer aussi. Alors le député individuel, il va aussi choisir sa commission parlementaire. Et là, il va aller, à partir du 16 juillet, il va devenir député européen et il va aller à la session plénière constitutive à Strasbourg, où les groupes politiques vont devoir élire le président ou la présidente du Parlement européen et les différents vice-présidents dans les organes directeurs du Parlement européen. D'accord ? Ils vont aussi se prononcer sur ce qu'on appelle les top jobs, c'est-à-dire là, et en particulier, le ou la présidente de la Commission européenne. Cette personnalité doit être nommée par, comment dire, sortir du chapeau du Conseil, du Conseil européen d'ailleurs, c'est-à-dire, là je rentre dans des complexités. Les chefs d'État et gouvernement. Les chefs d'État et gouvernement, voilà, vont se mettre d'accord sur une personnalité, ils vont la proposer au Parlement européen et c'est le Parlement européen qui doit l'investir. Donc cette personnalité, c'est un peu sa grosse audition. C'est l'audition dont je parlais pour les commissaires, là, la grosse audition, c'est le mois de juillet, et cette personnalité va présenter en fait comment dire, une sorte de déclaration de politique générale, en quelque sorte, qui ne s'appelle pas comme ça, et dire au Parlement européen, maintenant, élisez-moi. Et donc il y a vraiment, c'est pas le dépôt d'une motion de censure, mais il y a vraiment un vote de confiance. Il faut que le président ou la présidente de la Commission européenne acquiert la majorité absolue du Parlement européen, des suffrages au Parlement européen. Et donc certainement une coalition entre grands groupes pour faire quelque chose, donc définir une majorité d'action en quelque sorte. Et d'ailleurs, Voilà. puisqu'on parlait de conflit de pouvoir, de lutte de pouvoir entre institutions, il y a aussi une lutte sur la désignation de la présidente de la Commission européenne, puisque comme vous l'avez dit, en principe, c'est nommé par les chefs d'État et de gouvernement, mais le Parlement aimerait bien en fait un peu changer la méthode, un peu comme ce qu'ils avaient fait sur la nomination des commissaires, hein, puisqu'ils voudraient bien que ce soit le Parlement en fait qui décide de qui devient président de la Commission. Oui, alors là, c'est très intéressant parce que la base, notre constitution, en fait, c'est les traités. Hein, donc la base, c'est les traités. Et qu'est-ce que disent les traités? Les traités, ils ne changent pas la donne. Ils disent que c'est vraiment les chefs d'État et de gouvernement qui proposent une personnalité. D'accord? Mais ce qu'on a rajouté, c'est ce qui a été rajouté au fur et à mesure des traités, c'était en tenant compte du résultat des élections européennes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, en fonction des résultats, qui a gagné l'élection, ça va énormément influencer sur la personne qui va sortir du chapeau, qui va être nominée en quelque sorte. Hein.
Ce que voudrait faire le Parlement européen, c'est un peu changer la donne et en faire un système parlementaire, finalement, en disant, et c'est ce qu'ils ont voulu faire en 2014 et en 2019, non, pardon, en 2014 et 2019, oui. ouais, 2014 et 2019, mais ça avait beaucoup mieux marché en 2014, en quelque sorte, c'était de dire, bah, il y a différentes listes au niveau européen de tous ces groupes politiques. Il y a 7 grandes listes en quelque sorte pour devenir, et ce sont ces têtes de liste européennes qui, en quelque sorte, concourent pour être le président de la Commission au moment de l'élection. Donc en fait, ça devient un système un petit peu parlementaire, c'est-à-dire que le parti qui gagne, bah, sa tête de liste sera le président de la Commission, qui après forme une coalition avec les 2, 3 ou 4 autres partis qui sont arrivés. Et Donc en gros, ça permettait au moment des élections d'avoir les candidats, les partis de dire, bah voilà, si vous votez pour moi, c'est telle personne qui sera président ou présidente de la Commission européenne. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle, alors on l'appelle d'un nom allemand, Spitzenkandidaten, ça veut dire en gros les candidats tête de liste. Donc en gros, si vous voulez, vous avez le PPE qui présentait à l'époque Manfred. Manfred Weber, exactement. Les libéraux qui présentaient Guy Verhofstadt, les Verts qui présentaient, je ne sais plus d'ailleurs. Bon, c'est un mauvais exemple parce que je vous cherche des noms en fait pour les incarner, parce que c'est. Vous voyez bien, là la difficulté c'est d'incarner les personnalités au niveau européen et qui parlent à tous les Européens. Mais ce sont des personnalités qui ont fait de la politique européenne, qui sont expérimentées, qui ont fait plusieurs mandats et qui sont structurées et souvent qui ont été présidents de groupes politiques. Donc ça, c'est l'idée. Alors, est-ce que les partis politiques européens vont refaire cette stratégie? Je pense que oui, mais ce serait intéressant ça va être aussi intéressant de le suivre dans les mois qui vont précéder les élections européennes. Et en tout cas, au Parlement européen, nous, on va essayer d'organiser un débat entre ces personnalités européennes qui sont un petit peu la tête des groupes politiques européens, pour essayer d'avoir un débat politique entre tendances politiques au niveau européen. Mais bon, la complexité de faire exister ce débat, c'est évidemment la multiplicité des langues, les thèmes qui ne seront pas... Mais au moins, ce débat, il porte sur des thèmes européens et pas sur des thèmes d'élections nationales, qui est un petit peu le problème des élections européennes dans chaque État-nation. C'est que chaque État membre en fait une élection nationale avec un enjeu national sur les clivages nationaux du moment. Or, là, on élit des députés pour voter sur des textes et des grands enjeux sur les 5 prochaines années qui sont votés au niveau européen, pas au niveau national. En gros, on ne vote pas sur la réforme des retraites, on vote sur la mise en œuvre du pacte vert, ou bien le soutien à la défense européenne, ou bien... Vous voyez, ce sont quand même d'autres thèmes. Et en parlant de ça, je regarde en plus l'heure, je vais pas retenir beaucoup plus longtemps après ça. En parlant justement de ces idées, voilà, c'est des élections européennes, c'est pas des élections nationales. Est-ce que les partis européens, donc PPE, PSE, etc., ils mettent en place des programmes pour les élections, ou est-ce que chaque parti national fait ce qu'il veut et en fait, LR va avoir un programme qui est radicalement différent de ce que la CDU va proposer en Allemagne, de ce que Forza Italia va proposer en Italie, ou est-ce qu'il y a une sorte quand même un cadre qui va être essayé d'être en commun entre tous les partis membres de ces partis politiques européens? Alors oui, il y a un cadre, mais au niveau de ces candidats tête de liste. Alors mais après, ça infuse pas forcément dans la vie politique nationale. C'est ça le problème. Difficulté. Mais oui, alors il y a eu des idées pour changer ça. Une des idées, c'était d'avoir des listes transnationales. Parce qu'on n'a pas trop parlé du mode de scrutin, là, Quentin. C'est un peu compliqué, en fait, ce qu'on essaie de dire, mais on a généralement un scrutin d'une liste. Et alors, ce qui est très important de retenir, c'est que l'élection européenne, c'est un tour et c'est de la proportionnelle. C'est pour ça qu'on a 7 partis politiques, 7 groupes politiques, un parlement apparemment émietté, mais ultra démocratique où toutes les tendances vont être représentées, parce qu'on utilise la proportionnelle. C'est un des rares principes communs que l'on a. On a plusieurs principes communs. On vote à la proportionnelle, on vote tous en même temps. Ça aussi, c'est incroyable. On va tous voter en même temps pour la même chose. Ça n'existe qu'une fois dans le monde. Et c'est en Europe. C'est quand même incroyable. Je veux dire. Ça, on le répète jamais, mais c'est fou. C'est complètement fou dans le monde dans lequel on vit. Donc, et
Du coup, en France, c'est un scrutin de liste à un tour et les députés européens qui ont la liste qui a le plus de voix va avoir le plus de députés, puis vont être répartis comme ça à la proportionnelle au plus fort reste, c'est-à-dire que le dernier reste qu'on a, on va le répartir à la liste qui a le plus fort reste. On ne va pas couper le député en deux, évidemment, c'est pas possible. Et, et pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. On parlait Voilà. Spitzenkandidat, on parlait Ah parti oui, européen et liste programme. nationale. Parce que là, l'idée, c'était de réserver un certain nombre de sièges au Parlement européen pour des listes qui auraient été pas liées à un État membre. Parce que là, on va vous proposer des listes dans chaque État membre. Donc, vous pouvez voter en France. C'est la seule élection où il peut y avoir des candidats, d'ailleurs, de notre nationalité européenne sur la liste. Mais en général, vous votez pour des députés français. Et vous en avez, il faudra en élire 81. Voilà, c'est comme ça. Mais il peut y avoir des noms français, c'est déjà le cas. Il y a des groupes politiques, des partis politiques qui présentent des députés non français. C'est le cas, par exemple, pour Renaissance. Il y a une députée grecque qui avait été élue, qui est maintenant ministre, Chrysoula Zakharopoulou, et un député italien, Sandro Gozzi, qui est toujours député européen, sur le quota français. Hein. Donc là, l'idée des listes transnationales, c'était d'avoir toutes des nationalités, d'avoir une liste de toutes les nationalités, mais seulement la différence, c'était le groupe politique. Voilà. Et vous auriez pu vous auriez pu voter deux fois. Une fois pour la liste transnationale, je choisis telle tendance. Et là, il n'y a que des Européens. Il peut y avoir un Français, évidemment, mais voilà. Et il y a peut-être aussi un Spitzenkandidat, quelqu'un qui incarne ça. Et je choisis aussi les députés français en fonction des listes. Bon, ça rendait les choses quand même très compliquées. Hein. Donc c'est une proposition du Parlement européen, mais qui a été, je ne pourrais même pas dire refusée par le Conseil. Elle n'a même pas été abordée par le Conseil. Donc voilà. L'ironie étant que c'était notamment une partie du Conseil qui avait avancé cette idée-là pour repousser le Spitzenkandidat, et ensuite on peut parler de sa liste transnationale. Ça, après, on rentre un peu dans la cuisine interne du Conseil. J'espère qu'on n'a pas perdu vos Je vais les rattraper. Je rattraperai. Je ferai la séance de rattrapage après. Ça c'est pas un souci. Je vais revenir un peu sur le détail, mais je vois le temps qui passe. Donc du coup, je vais vous poser l'ultime question avant de vous libérer. Donc voilà, on a parlé, on a essayé de gratter la surface de ce qu'est le Parlement européen et de ses pouvoirs. Si les gens doivent retenir un message, s'ils doivent retenir une chose de qu'est-ce que c'est que le Parlement européen, à quoi ça sert, c'est quoi le message, quelle explication vous leur feriez qui devrait retenir pour ce soir? Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est l'orientation générale de cette coalition au Parlement européen qui va être élue après le 9 juin. En gros, il nous faut une majorité constructive pour faire face aux défis que l'Union européenne a à faire dans ces 5 prochaines années. C'est vraiment l'élection au Parlement européen qui va décider de tout ça. Ça donne une légitimité aux institutions européennes pour agir et ça donne une couleur et un message politique dans la direction dans laquelle agir. Et il y a des choix à faire. Et surtout, pendant ce mandat, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas parlé du contenu du mandat, le mandat a été absolument exceptionnel. Exceptionnel. L'Union européenne a dû faire face à des crises absolument incroyables. Hein. D'abord la Covid, ensuite la guerre d'agression. Donc là, on retombe sur les fondamentaux. Hein. On est obligé de soutenir un État frontalier de l'Union européenne pour faire face à une invasion. Donc on a finalement, à cause de ces crises, on a complètement changé l'orientation même de l'Union européenne. On s'est endetté en commun pour faire un plan de relance après la crise économique. Après, on a acheté des vaccins en commun pour pas qu'on se batte entre nous pour se les disputer. Et ensuite, on a commencé à relancer l'industrie militaire et produire des armes pour en donner à l'Ukraine. Il y a des États membres qui sont rentrés dans l'OTAN alors qu'ils étaient neutres pour justement commencer à organiser une défense européenne. Donc il y a eu un mandat absolument incroyable. On voit bien que tout ça a des conséquences sur notre vie quotidienne et que ça se traite au niveau européen. La réforme du marché de l'électricité, l'inflation, tout ça vient aussi de toutes ces crises et il faut les régler au niveau européen. Même finalement la situation des agriculteurs, c'est une conséquence aussi d'un tas d'enchevêtrement de textes européens. Donc c'est le niveau européen, c'est aujourd'hui le niveau qui nous concerne de plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans.
C'était pas le cas il y a 10 ans. C'était une sorte de l'Union européenne, c'était pour qu'on fonctionne mieux, pour qu'on ait une liberté de circulation, pour qu'on ait un marché pour lequel on pouvait avoir dans lequel on pouvait avoir une croissance économique. Aujourd'hui, c'est existentiel pour exister dans le concert mondial. C'est existentiel face à toutes ces crises. Et nous sommes la seule, une des rares zones mondiales où on a le droit de vote. Libre. Il y a beaucoup d'élections cette année, mais il y en a très peu qui sont libres, totalement libres. Donc, moi, mon message, c'est plutôt de dire, on a une offre politique, elle est démocratique. On élit un organe qui a un pouvoir de décision sur un certain nombre de choses qui sont de plus en plus importantes pour notre vie quotidienne dans cet ensemble mondial. Utilisons-le parce qu'il y a une offre politique très large. Hein. Donc, voilà, il faut aller Chaque voter groupe le politique, effectivement, il y a de quoi faire. Hein. Tout le monde peut trouver de quoi se satisfaire politiquement dans l'offre politique au niveau européen, c'est clair et net. Écoutez, Isabelle Coustet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Chat, soyez sûr de la remercier pour d'avoir consacré du temps pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Parlement européen. Vous pouvez... Alors, j'ai pas mis son compte personnel, j'ai mis le compte du bureau de liaison du Parlement européen en France. Vous voyez, c'est sous le flux vidéo, donc vous pouvez suivre ça sur X. Vous aurez toute l'actualité européenne, vous pourrez suivre les événements qui vont organiser, les activités qui vont organiser avant les élections européennes le 9 juin prochain. Isabelle Coustet, merci encore de nous avoir accordé cette interview. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère avoir l'occasion de vous revoir à d'autres occasions d'ici les élections. Merci beaucoup, Quentin. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, chat, mettons-nous ensemble et dites-moi tout ce que vous pensez, ce que vous avez pensé. Moi, je vais, hop là, je mets fin à Zoom, je ferme mon truc et je reprends mon carnet de notes comme d'habitude et on fait le débrief. Mon petit nom, c'est Quentin. Oui, tout à fait. Mon petit nom, c'est Quentin. Ça n'est pas un secret. Hein. Mon nom est littéralement écrit sur mon compte Twitter. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Je vous donne pas un secret d'état, loin s'en faut. Voilà, là, je remets ma casquette, ma casquette ancien assistant parlementaire, etc. etc. Je peux cesser de prétendre que je ne sais pas de ce que c'est que le Parlement européen. En ayant passé 6 ans et demi là-bas, je connais un petit peu. Ça l'a été longtemps. C'est vrai que pendant longtemps, ça l'a été. C'est vrai que jusqu'en... En fait, c'est vrai que c'est relativement récent. J'ai arrêté d'être anonyme en fin 2021. Mais après, j'étais anonyme pendant longtemps parce que quand j'étais au Parlement européen, si ça se savait, je me serais fait virer. Donc, j'avais aussi des raisons de rester un peu anonyme. On va dire ça comme ça. Mais maintenant tout va bien, je ne me fais pas virer si jamais... je ne me fais pas virer maintenant à cause de ça, tout se passe très très bien. Mais voilà, Parlement européen, donc voilà, on a discuté un petit peu qu'est-ce que c'est que le Parlement européen, quelles sont les bases et tout le tintouin. J'en ai parlé à mon ancien député, non, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé à un de mes anciens députés, très brièvement, mais sinon non, mes autres anciens députés... je sais même pas s'ils savent, pour être honnête, je sais même pas. Merci, bonjour Hugo, bonjour les viewers d'Hugo, bienvenue. On vient de finir l'interview avec Isabelle Coustet sur le Parlement européen. Donc là, on va commencer. Vous arrivez à point. Hugo a un sens du timing parfait. Puisqu'on va faire le debrief, on va parler en profondeur de ce qu'est le Parlement européen. Je vais répondre à vos questions sur tout ça. Donc bienvenue encore, merci pour le raid Hugo. J'espère que tout le monde a passé un bon stream avec Hugo. Je prends le relais pour la demi-heure, 3/4 d'heure qui vient pour répondre à toutes vos questions. Donc déjà, on va commencer Isabelle Coustet. Donc Isabelle Coustet, c'est la chef du bureau du Parlement européen à Paris. Donc pourquoi est-ce que le Parlement européen a un bureau à Paris? Il faut voir ça comme étant, l'équivalent d'une ambassade. En fait, il faut voir ça comme étant l'ambassade du Parlement européen en France. Alors il y en a un à Paris, il y en a aussi à Marseille. Marseille, il y a des antennes régionales. J'espère que la cérémonie du Panthéon s'est bien passée. Faut inviter Isabelle Coustet. Ah ouais, ok. Ouais. Oui, elle connaît bien Twitch, elle est déjà passée chez Jean, etc. etc. Elle est nommée par qui? C'est une fonctionnaire. Elle est fonctionnaire du Parlement européen, donc c'est le Parlement européen qui l'a nommée comme étant la représentante du Parlement européen en France. Donc elle est fonctionnaire. Et donc tous les pays en Europe ont un bureau de représentation, au moins un bureau de représentation
dans leur capitale en général. Les grands pays peuvent avoir plusieurs. La France, on a un à Paris, un à Marseille. En Allemagne, je crois qu'il y en a 2 ou 3 aussi. Donc les grands pays peuvent avoir des antennes un peu plus régionales, mais sinon c'est dans la capitale et c'est le relais du Parlement européen au niveau national. Hein. Ça va être le point d'information pour les médias nationaux. Ça va être aussi ce bureau qui va aller faire un peu prêcher la bonne parole de ce qu'est le Parlement européen, qu'est-ce qu'il s'y fait, aider le Parlement européen à organiser des auditions dans le pays, etc., etc. Donc ils sont là un peu en backup au niveau national. Les interviews sont en VOD. Tout est en VOD. Vous allez dans l'onglet vidéo. Vous avez non seulement les dernières vidéos, mais il y a aussi les playlists. Vous avez ma playlist en français, les interviews en français, et ma playlist interview en anglais. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans la VOD. C'est pas un souci. C'est pas un souci, vous retrouvez tout ça dès la fin de ce stream. Je mets ça dans la playlist. Vous pouvez vous retaper si vous avez envie. Mes interviews avec les députés européens, journalistes, etc. J'ai fait 85 députés européens à ce stade. Donc un peu plus de 10% du Parlement européen est passé sur ma chaîne. Je flex un petit peu. Et c'est gratuit. Oui, effectivement, c'est gratuit. Bonjour. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais invité Isabelle Coustet à venir ce soir, parce que voilà, elle sait ce que c'est que le Parlement européen, elle bosse pour le Parlement européen, et elle est habituée à l'expliquer qu'est-ce que c'est que le Parlement européen aux gens, et répondre aux questions un peu classiques. Tu vas bientôt me rattraper, ouais, mais j'avoue que, j'ai un peu ralenti. À une époque, j'y allais, mais vraiment en mode bâtard, c'est j'écrivais à 700 députés, je leur dis voilà, vous venez une interview, viendez chez moi, et j'avais trop de demandes positives. Ça fait quand même quelques temps que là maintenant, je dis bon allez, je vais me calmer un peu parce que on va y aller quand même on va stopper un petit peu le spam. Du coup maintenant, je sélectionne un peu plus mes députés. Genre, au lieu d'en envoyer 700 mails, j'en envoie peut-être une cinquantaine. Et du coup, ça fait que j'ai moins d'interviews de députés sur la chaîne. Mais bon. Les gens disent oui, bah oui, j'en ai 85 qui ont dit oui, donc oui, les gens disent oui, et même souvent, à l'époque où j'en envoyais 700, j'en avais même trop. J'avais même trop de gens, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur une saison, donc ce que j'appelle une saison, donc là par exemple, je suis de janvier jusqu'à juillet, sur une saison, j'allais avoir peut-être 20 créneaux pour une interview, et j'avais entre 60 et 70 députés qui disaient que sur le principe, ils étaient intéressés. Après, on trouve pas forcément les créneaux et tout ça, mais ils disaient oh, ok, pourquoi pas Twitch, ça peut être marrant et tout ça. Et enfin, ouais, pour répondre un peu à Stéphane, c'est pas tellement une question. Ils se disent on va avoir 50 000 viewers, même s'il y en a qui doivent penser ça, parce que j'ai un très gros compte Twitter, j'ai un gros compte Twitter pour ce qui est de la bulle européenne. Donc je suis quelqu'un d'un peu connu. Enfin, je veux dire que une des raisons pour lesquelles j'ai un win rate qui est relativement correct au niveau du Parlement européen, c'est que je suis pas complètement inconnu du Parlement européen. Comme moi, ça fait 10 ans, mais pas 6 ans, ça fait 10 ans que je fais ça. Pas sur Twitch, Twitch ça va faire 3 ans, mais ça fait 10 ans que mes passistants existent, et donc du coup, en fait, ça fait 10 ans que les gens ont entendu parler de mon compte, sont des fans de ce que je fais, etc. etc. Donc en fait, quand j'ai lancé la chaîne Twitch, j'ai pas eu trop de mal à trouver des députés, parce que d'entrée de jeu, il y avait soit les assistants qui recevaient mon mail et disaient oh putain c'est trop bien, regardez, il y a même pas assistant qui fait des interviews, qui veut t'avoir, ou alors les députés eux-mêmes sont des fans de ce que je fais, ils veulent venir, donc c'est pas trop j'ai un peu le statut de micro-personnalité de la bulle européenne. Mais après, oui, voilà, j'ai pas des énormes audiences, ils le savent, hein, c'est des sujets qui sont un peu complexes. Pas forcément les plus sexy de prime abord, mais bon. Je fais un peu la parenthèse sur ça pour repartir sur les sujets. J'ai pas encore eu ces journées. Faut que j'écrive à son cabinet pour lui demander. C'est sur ma to-do list. J'ai une to-do list de gens à écrire. Mais voilà. Un peu complexe et The New, très chiant. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas que c'est chiant en fait. Les choses paraissent complexes et chiantes. Mais en fait, moi ce que j'explique, c'est que c'est pas... comment dire, ça paraît chiant, ça paraît complexe, parce que t'es pas habitué à ça. Je veux dire, fondamentalement, le Parlement européen, la politique européenne, c'est pas beaucoup plus compliqué que la politique française. Simplement, comme les gens sont habitués à la politique française, ils regardent la télé, ils regardent le 20h et on leur parle à longueur de temps de politique française, et ben ils ont intégré en fait les codes de la politique française. Mais
fondamentalement, c'est pas moins complexe les codes de la politique française que les codes de la politique européenne. C'est des pratiques différentes, mais c'est pas en tant que tel, c'est pas plus compliqué. C'est comme il n'y a pas de pédagogie, comme on leur en parle pas dans les médias, bah forcément, c'est un peu plus complexe, quoi. Quand je vois que même des personnalités politiques, des journalistes politiques français pichent que dalle au Parlement, bah t'imagines quand ils parlent de l'Europe. Nous, à chaque fois, avec Audrey, quand je parle avec Audrey Vuettaz, qui fait le podcast Trait d'Union, allez l'écouter, elle est très bien. À chaque fois, on est en PLS, putain, qu'est-ce qu'il raconte encore comme merde et tout, ils comprennent rien, ils peuvent pas écouter le podcast, ils peuvent pas regarder les streams pour comprendre un peu mieux. Mais voilà. Bref, je mets fin au segue, je retourne sur le Parlement européen. Donc, Parlement européen, voilà, ça avait été élu le 9 juin prochain, 720 députés, soit 81 Français, par contre, au prochain. Si j'ai pas lu, co-interview avec ces journées à deux, pourquoi pas, en vrai. C'est vrai qu'il est ministre des Affaires étrangères, donc fonction française, ancienne fonction européenne, mais il est aussi patron sur le côté européen, carrément, ouais. Carrément, on fait un truc... on se cale un truc à tous les deux, on aura plus de poids, carrément. Bah vas-y, on se met... on s'organise. On se parle et on s'organise pour faire ça. Ça pourrait être franchement stylé. Tu me démènes sur Discord, bah écoute, c'est magnifique. C'est magnifique. Les gens, vous n'avez rien vu, vous ne savez pas que ça se fait, vous allez prétendre que vous ne savez pas et vous allez le découvrir au moment de l'annonce sur Discord, sur Twitter, et vous allez être émerveillé par ce team-up de légende. Donc, Parlement européen. Élection européenne, à quoi ça sert le Parlement européen? Bon, bah, ça sert à faire des lois, hein, je vais pas vous l'apprendre. Le Parlement européen, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, vous le savez bien. Enfin, vous le savez bien, je vous le dis, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Même si, moi, je fais partie de ceux qui disent que sur un certain nombre de trucs, le Parlement européen a plus de pouvoir que l'Assemblée nationale. Et Isabelle Coustet l'a mentionné dans l'interview à plusieurs reprises, même dit ouais voilà, les députés européens quand ils débarquent au Parlement européen, au début ils sont là, ouais bon je suis dans un désert médiatique et tout, c'est un peu le ghetto, mais après en fait au fur et à mesure qu'ils sont au Parlement européen, ils commencent à kiffer et c'est un mandat auquel ils sont très attachés et c'est quelque chose qui est très vrai, que moi j'ai vu. Donc moi j'ai bossé pour 3 députés européens, et mon dernier député européen avait passé 10 ans à l'Assemblée nationale, donc il connaissait bien l'Assemblée nationale, et quand il est arrivé au Parlement européen, donc il a fait le mandat, et il disait souvent, si jamais on me donnait le choix entre retourner à l'Assemblée nationale ou le Parlement européen, je choisirais le Parlement européen parce que j'ai plus de pouvoir, j'ai plus d'influence sur ce qu'on peut faire par rapport à l'Assemblée nationale où en fait t'es un petit soldat et si t'es dans la majorité tu fais ce que le gouvernement te dit, et si t'es pas dans la majorité bah tu gueules mais personne t'écoute. Alors qu'au Parlement européen bah voilà, je peux vraiment avoir de l'influence, je peux vraiment faire changer les choses, j'ai beaucoup plus de pouvoir, de capacité à faire les choses. Par exemple, un truc qui choque à chaque fois les gens, c'est juste les budgets. Hugo, corrige-moi. Un parlementaire à l'Assemblée nationale, il a quoi son enveloppe parlementaire, donc pour payer ses assistants, etc., c'est quoi 12 500, 13 000 balles, un truc comme ça par mois. C'est de cet ordre d'idée. En tout cas, ça l'était la dernière fois que j'avais checké. Au Parlement européen, l'enveloppe pour recruter des assistants, etc., c'est 25 000 euros par mois. Donc d'entrée de jeu, un député européen a une capacité à se constituer un bureau qui est beaucoup plus importante que un député à l'Assemblée nationale. Parce que la député à l'Assemblée nationale, souvent, tu vas avoir des gens qui sont être là à temps partiel, ou qui font que de la communication. Enfin voilà, ça peut être un peu... c'est 10 000, c'est même moins que ce que je pensais. Donc vous voyez, un député européen, il a plus de 2 fois le budget d'un député national pour se payer des assistants, et ça fait que un assistant parlementaire au niveau européen, en fait, de mon point de vue, il a un job plus intéressant qu'un assistant à l'Assemblée nationale. C'est mon point de vue, j'ai jamais été à l'Assemblée nationale, mais de ce que j'ai pu en voir, ça m'a semblé plus intéressant d'être au Parlement européen. Mais avec des gens qui ont des vraies expertises, qui restent là longtemps, etc. etc. Donc il y a une puissance de feu qui est quand même plus importante, des moyens qui sont plus importants qu'au niveau national. Et ça fait que effectivement les parlementaires, en fait, ils apprennent à aimer le Parlement européen.
qui est plus chill, où il y a une culture de politique qui est quand même très différente surtout de ce que nous on est habitué en France. Hein. C'est pas opposition contre majorité, loin s'en faut. Hein. Au niveau européen, le mot compromis n'est pas un gros mot. Au contraire, c'est une pratique quotidienne. Hein. La droite parle à la gauche tous les jours pour trouver des compromis, pour trouver des majorités. Ils s'entendent pas tout le temps, hein, mais c'est clairement la pratique. T'as entendu dire que le Parlement européen était plus moderne et plus confortable que l'Assemblée nationale. Ça dépend à quel niveau. Et ça dépend à quel point t'aimes bien les ordres de la République. C'est-à-dire, si t'aimes bien les trucs avec un peu lourd, etc., tu vas préférer l'Assemblée nationale. Sinon, si tu vas faire un style un peu plus moderne, qui est peut-être un petit peu moins de gueule, le Parlement européen va être plus à dose. En revanche, ça je le sais parce mon ancien chef me l'a rabâché, mais pendant des mois à la fin je voulais le buter. La cantine de l'Assemblée nationale est apparemment très supérieure à la cantine du Parlement européen. Ce que je veux bien croire. Quand j'avais mon ancien député, il débarquait au Parlement européen. Les 6 premiers mois, je vous jure, pendant 6 mois, à chaque fois que je le voyais, il me disait quand même, à l'Assemblée nationale, la bouffe c'était quand même mieux, etc. À la fin, au bout de 6 mois, j'étais putain, mais je vais vous renvoyer à l'Assemblée nationale. Vous arrêtez de m'emmerder avec la cantine de l'Assemblée. Allez, on va voir. Faut envoyer Hugo au PE pour comparer. Là, oui, mais tout le monde me dit que la cantine est incroyable. Une fois, on avait même un rendez-vous avec mon ancien député. On avait un rendez-vous à l'Assemblée nationale. On rencontrait des gens, des députés nationaux et tout. Et il nous a emmenés dans un des cafés qui était tout en haut. Et genre, on va dans le café, etc. Et mon chef regarde, tu vois, ça a quand même un peu plus de gueule que le PE. Je fais, putain, faites chier. Faisons le rendez-vous. Il y a combien de personnes qui bossent au PE? Combien de fonctionnaires? Là, comme ça, de tête, j'ai pas. En gros, on compte 10 000 personnes. Le Parlement européen, c'est à peu près 10 000 personnes, grosso merdo. Parce que, alors, t'as les députés européens, 720 personnes. En moyenne, par député, tu vas avoir entre 2 et 3 assistants. Après, t'as les staffs de groupe politiques, les conseillers politiques, les secrétaires, etc. Le staff du Parlement européen lui-même. Donc, ouais, 10 000 personnes. Je crois qu'en moyenne, c'est 10 000 personnes. Et la Commission européenne, c'est de l'ordre de 30 000 personnes. 30 ou 40 000 personnes. Combien de lobbyistes à l'Assemblée nationale, à Bruxelles, beaucoup. Bruxelles, c'est la deuxième ville dans le monde avec la plus grosse concentration de lobbyistes dans le monde. Ce qui est parfaitement normal compte tenu de la puissance réglementaire, de l'influence réglementaire de l'Union européenne. Et la culture, et c'est pas un problème. Je suis lobbyiste. Hein. Je suis lobbyiste dans ma vie de tous les jours. Non, ils sont pas tous accrédités. Ils n'ont pas pour être accrédités au Parlement européen. Donc accrédité, c'est-à-dire que t'as un badge. Je regarde si j'ai un badge qui traîne. Attendez, bougez pas. Voilà. Tac. Après Washington, oui. Donc voilà, quand vous êtes au PE, voilà, vous vous baladez avec des badges. Et suivant la couleur du badge, ça vous dit qui vous êtes. En un coup d'œil, tu sais qui c'est. Bleu comme ça, c'est des bleus clairs, ça va être des assistants parlementaires. Bleu foncé, c'est les députés. Badge marron, c'est les lobbyistes. Badge jaune, c'est les journalistes. Et donc ça fait que quand tu te balades dans le Parlement, tu regardes et tu sais immédiatement à qui t'as affaire dans le PE. Et pour avoir ce badge qui te permet de rentrer dans le Parlement européen, oui effectivement la couleur est pas très bonne, mais je pense que c'est volontaire. Pour pouvoir avoir ce badge qui te permet de rentrer dans le Parlement européen, tu passes toujours la sécurité, etc., mais tu n'as pas besoin de demander une accréditation, tu dois t'enregistrer sur le registre de transparence des institutions européennes. Où en gros ton organisation va s'enregistrer, va dire voilà, je suis telle organisation, je travaille sur tel sujet, j'ai tel budget, voilà les sujets sur lesquels je travaille, tel est mon personnel, etc. Donc en gros toutes les informations sur ce lobby, qui il est, comment il est financé, etc. Et une fois que t'as rempli ça, et t'as le droit à un certain nombre d'accréditations. Enfin, t'as le droit à avoir des accréditations au Parlement européen, et ça marche aussi à la Commission européenne. Ça te permet d'avoir accès aussi à la Commission européenne, parce que par exemple, si t'es pas enregistré dans le registre de transparence, tu n'as pas le droit de rencontrer
les gens les plus haut placés à la Commission européenne. Les commissaires européens n'ont pas le droit de rencontrer des gens qui ne sont pas enregistrés dans le registre de transparence. Pareil pour les très hauts responsables, les chefs d'unité, etc. etc. Mais c'est pas obligatoire. Si t'as pas envie de t'enregistrer dans le registre de transparence, bah t'es pas enregistré au registre de transparence, mais à chaque fois que tu devras faire des rendez-vous dans l'institution, bah tu devras demander à quelqu'un de t'accréditer. Ça c'est bien, lobby ça peut être bien comme mal, suivant ton camp, c'est bien. Oui, mais le lobbying, faut bien garder en tête que je ferai un jour, enfin je vous le dis, je ferai un stream spécial lobbying, donc on pourra parler très longtemps de lobbying, c'est un sujet que personnellement moi je trouve ça vachement intéressant et c'est une de mes trucs. Mais c'est parfaitement accepté comme pratique. C'est parfaitement accepté. Il y a pas de, c'est pas vu comme étant toxique. Le lobbying, c'est quelque chose de parfaitement normal à Bruxelles. Ça devrait l'être partout, hein, par exemple. Enfin, pourquoi ? Parce que le lobbying, c'est quelque chose qui c'est nécessaire dans une démocratie saine. Ça, quand je vous dis le lobbying, c'est nécessaire dans une démocratie saine, c'est pas moi qui le dis. Parce que là, je vous cite mot pour mot Transparency International. Qui est pas franchement un lobby particulièrement, une organisation particulièrement pro-entreprise, etc. Mais lobby, en fait, c'est un mot valise derrière lequel vous allez retrouver des entreprises, vous allez retrouver des ONG, vous allez retrouver les syndicats, vous allez retrouver des associations professionnelles. Donc en fait, lobby, en fait, c'est le mot valise qui désigne toute personne qui cherche à influencer les pouvoirs publics, une décision publique. Et je veux dire, ce qui est parfaitement normal. Hein. Si t'es concerné par une législation, c'est normal que t'aies ton mot à dire. Groupe d'influence, voilà, représentation d'intérêt, enfin t'as plein de mots différents, mais lobby c'est un mot valise. Et en tant que tel, ça n'est ni positif ni négatif. Tu peux avoir un jugement moral sur pourquoi tu fais pourquoi les gens font du lobbying, mais le lobbying en tant que tel, c'est un instrument neutre et c'est un instrument qui est important en démocratie. Et pour répondre à la question précédente, un député qui rencontre un lobbyiste non accrédité, il risque rien. Parce que les députés ont un truc important qui s'appelle la liberté d'exercice du mandat. En gros, c'est une règle fondamentale dans les privilèges d'un député qui consiste à dire qu'un député peut faire et rencontrer qui il veut dans l'exercice de son mandat. S'il estime nécessaire de rencontrer une personne dans l'exercice de son mandat, tu ne peux pas l'en empêcher. C'est une manière en fait de protéger de protéger les députés de toute pression que ce soit, pour éviter par exemple que un gouvernement fasse pression sur tel ou tel député parce qu'il veut pas qu'il rencontre ça. Un député peut rencontrer qui il veut. S'il a envie de rencontrer quelqu'un qui n'est pas accrédité, et il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles un lobby peut ne pas être accrédité, il peut le faire. C'est juste la procédure pour que le lobbyiste en question puisse rentrer au Parlement européen est un peu plus lourde, il faut qu'il fasse une demande d'accréditation, etc., mais il ne risque rien, parce que le parlementaire doit être libre de rencontrer qui il veut pour entrer pour exercer son mandat. Transparence, bien sûr, et sur les cas de corruption, Qatar, Azerbaïdjan, qui s'occupe. La corruption, alors, le lobbying et la corruption, c'est deux choses différentes. Hein. Le lobbying, c'est une pratique normale en démocratie qui doit être contrôlée, faite en transparence, etc., etc. La corruption, c'est du criminel. Hein. Qatargate, on est sur des criminels purs et durs, on n'est pas sur de la pratique normale. Et là, si on est sur des cas criminels, c'est la justice, c'est la police qui s'en occupe. Hein. Le Qatargate, ça n'a rien à voir avec le lobbying. On est dans de la corruption pure et dure, et c'est pour ça que c'est la justice belge, la police belge qui est en charge qui s'occupe de ça. C'est pas les institutions européennes. Les institutions européennes sont là en backup pour donner des informations à la police si elle a besoin d'informations. Mais on est dans un cas purement judiciaire. C'est pas du tout les mêmes logiques. Je passe de segway en segway, au final on n'a pas parlé du tout du PE, mais voilà, enfin bref. Encore une fois, on fera je vous le dis tout de suite, on fera un stream dédié lobbying en français. Je sais déjà qui est-ce que je vais inviter pour parler de ça. Ça va se faire, faut juste que je trouve une date, donc voilà. On aura... Vous inquiétez pas, il y aura un stream entièrement dédié au lobbying, comment ça fonctionne et tout ça. Revenons sur le PE. Donc on a parlé plein de trucs sur le PE. J'ai une page entière de notes sur comment ça marche. On va continuer un peu sur les différences entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale. Sur la culture politique, donc ça on en a déjà parlé, hein, le fait que au Parlement européen, il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a pas un parti qui a la majorité absolue. C'est pas le cas non plus aujourd'hui en France, mais c'est un peu
une forme d'anomalie par rapport à la manière dont la Ve République est conçue. Parlement européen, pas de majorité absolue, hein, le PPE est le plus gros parti, donc c'est le centre droit, vous allez avoir les Républicains, mais ils n'ont pas la majorité à eux seuls, donc ça veut dire que pour constituer une majorité, ils vont discuter avec les libéraux, ils vont discuter avec les socialistes, ils vont discuter avec les Verts, ils vont pas forcément être d'accord avec les Verts, mais ils vont discuter, et donc en fait il y a en permanence un jeu de négociation qui se passe dans le Parlement européen, entre les groupes politiques qui vont essayer de s'entendre, et à la fin, ça fait que tu vas avoir des majorités où en général, le socle classique des majorités, c'est PPE, centre-droit, libéraux, centristes, et sociodémocrates, le centre-gauche. Donc ça va être le socle des majorités, et après tu peux avoir des variables, des trucs de variance, etc., etc. Par contre, tu peux glisser du lobbying à la corruption. Oui, tu peux glisser du lobbying à la corruption, mais c'est comme tout. Tu peux glisser de l'optimisation fiscale à l'évasion fiscale. Tu peux passer d'une pratique qui est parfaitement normale à une pratique qui est parfaitement illégale. Tu peux emprunter un truc, tu peux le voler. C'est comme tout. Une pratique qui peut être parfaitement acceptable peut mener à des dérives qui deviennent illégales. C'est pas un truc qui est spécifique au lobbying. Effectivement, et c'est pour ça qu'il y a de l'attention donnée autour du lobbying, de la transparence, c'est parce que ça a un impact sur les politiques publiques. Oui, effectivement, et c'est pour ça que ça doit être surveillé, c'est pour ça que ça doit être transparent. Et d'une certaine manière, il y a beaucoup plus de contrôle du lobby en Europe, enfin au niveau européen, que dans beaucoup de pays de capital, beaucoup de pays européens. Donc bon, on peut pas dire que il y a rien qui se fasse, mais en tant que tel, ça n'est pas un souci. Encore une fois, on pourra parler très très longuement du lobbying parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant, mais qui malheureusement en France a fait l'objet de beaucoup de fantasmes, de mon point de vue. En tout cas, d'une approche très, très moraliste, en fait, que je pense être erronée en termes de pour avoir une bonne analyse de ce qu'est le lobbying, avoir une approche moraliste du sujet n'est pas une bonne chose, je pense. Et ça amène des effets pervers, en fait. Ça amène même à des situations qui sont à l'opposé de ce qu'on voudrait faire. L'optimisation fiscale et l'évasion légalisée. Ça, après, c'est une question de qu'est-ce que le législateur considère comme étant acceptable ou non. Et ça relève de la démocratie et de ce que les députés décident de faire ou de ne pas faire. Et les gouvernements décident de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est comme tout. Continuons un peu sur la différence entre Assemblée nationale et Parlement européen. Donc voilà, il y a des logiques de majorité qui changent par rapport à l'Assemblée nationale. On est sur aussi des logiques très différentes d'un point de vue de spécialisation politique. C'est-à-dire que les députés européens, ça a été aussi évoqué par Elisabeth Coustet, c'est des gens en fait qui sont extrêmement spécialisés. Tu votes sur tout. Tous les sujets sont votés par les députés, mais après tu vas en fait te spécialiser dans ta commission parlementaire, et ensuite dans ta commission parlementaire tu vas te spécialiser sur encore plus de trucs supra-spécialisés. Par exemple, je prends l'exemple de mon dernier député, on était en commission culture, en commission des affaires régionales, moi je m'occupais de la commission culture, dans la commission culture, qui s'occupe d'audiovisuel, qui s'occupe de droits d'auteur, qui s'occupe de plein de trucs différents, et lui il était hyper spécialisé, on s'était hyper spécialisé sur la question du droit d'auteur et de régulation des plateformes. Donc ça veut dire que voilà, s'il y avait un sujet en commission culture qui était, ou d'une manière générale au Parlement européen qui était sur le droit d'auteur et sur la régulation des plateformes, c'était Bibi qui s'en occupait. Et les autres sujets, l'éducation, voilà, ça appartenait à la commission culture, mais c'est pas des sujets sur lesquels nous on bossait particulièrement parce qu'on n'était pas spécialisés, et du coup on faisait confiance aux collègues qui eux étaient spécialisés sur le sujet. Ensuite, Twitch fait de l'optimisation. En cliquant sur le bon formulaire Twitch, tu payes pas de taxes US. Ouais, ça. Après, c'est pas toujours. C'est peut-être mieux de pas payer les taxes US, hein, j'ai envie de dire. T'as intérêt à te faire enregistrer au bon endroit. En tant qu'Européen, je veux dire. Donc voilà, il y a une culture de spécialistes. Les députés peuvent-ils initier des projets de loi dans tous les domaines? Alors ça, il faudra demander à Hugo, il est probablement plus spécialiste des règles de procédure sur ce qui est l'initiative législative à l'Assemblée nationale. Après, pour ce qui concerne le Parlement européen, les députés n'ont pas l'initiative législative.
ils ne peuvent pas proposer des lois directement. Pourquoi? Parce que seule la Commission européenne a ce pouvoir-là. La Commission européenne est la seule qui peut proposer, des textes législatifs, des directives, des règlements. Il n'y a que la Commission européenne qui peut le faire. En revanche, le Parlement européen peut faire deux choses. Il y a, comme Hugo vient de dire dans le chat, les résolutions. Les résolutions, c'est quoi? En fait, c'est un texte qui n'a aucune valeur législative, mais qui est un texte politique. En gros, c'est le Parlement européen qui donne son avis sur tel sujet. Qui va dire, par exemple, bah voilà, ça peut être des rapports, ça peut être des résolutions, etc. Mais en gros, il dit voilà, moi sur tel sujet, moi Parlement européen, je pense ça, et j'aimerais bien que la Commission fasse des propositions. J'aimerais bien que les États membres fassent ceci ou cela. Et donc c'est le Parlement qui en gros fait Commission, État membre, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et en gros, tu fais de la pression. Tu fais de la pression et t'encourages la commission à engager des réflexions sur ça, et c'est quelque chose qui peut mener, même si ça n'a aucune valeur légale en tant que telle, ça va aussi influencer la Commission européenne qui peut se dire ah ouais, en fait, vous voyez, le Parlement européen là il pense ça, c'est peut-être pas une idée si mauvaise que ça, et ça leur donne aussi une idée de la température politique. Parce que du coup, ces résolutions, ces textes qui ne sont pas législatifs, ça permet à la Commission européenne de voir, ok, dans quelle direction le vent souffle au Parlement européen. Et c'est important pour la Commission européenne, parce que même si le Parlement européen ne propose pas de loi, il doit voter la loi. Il est co-législateur. C'est-à-dire que la Commission européenne, tout ce qu'elle sort, le Parlement européen doit dire oui, il doit approuver, il doit modifier. Donc c'est utile pour lui, ces textes non législatifs, parce que ça lui permet de voir dans quelle direction le vent souffle et d'adapter ses propres propositions en disant ok, très bien, si le Parlement pense ça, je ne peux pas proposer ça, mais je peux proposer ça à la place. Et donc il y a des logiques d'influence en fait sur les autres institutions. Donc voilà. Mais effectivement, c'est une des grosses revendications du Parlement européen dans une potentielle future révision des traités européens, c'est d'avoir un droit d'initiative législatif. C'est-à-dire que le Parlement européen devrait pouvoir avoir le droit de faire de proposer de la loi. C'est une de ces demandes historiques. Certains dirigeants, certains chefs d'État de gouvernement sont favorables à cette idée, pas tous. Mais voilà, ça c'est une des très grosses demandes du Parlement européen pour une éventuelle réouverture des traités européens, les traités européens étant l'équivalent de la Constitution pour les institutions européennes. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de révision des traités. La dernière révision, c'était en 2009, le traité de Lisbonne. Là, ça commence à se faire sentir qu'il y a un léger besoin de réviser les règles pour que l'Union européenne puisse continuer à fonctionner correctement à 27 et potentiellement avec plus d'États membres si jamais les pays des Balkans, si jamais l'Ukraine venait à rentrer dans 10, 15 ans, etc. Faut réviser nos règles pour éviter d'atteindre une forme de paralysie institutionnelle. Et donc le Parlement, il y a une tendance lourde au renforcement progressif des pouvoirs du Parlement européen, parce que le Parlement européen, si on regarde historiquement l'évolution de ses pouvoirs, c'est ouf. Le Parlement européen, quand il a été l'Assemblée parlementaire, comme on l'appelait à l'époque, à la fin des années 50, c'était même pas l'ombre de ce qu'est aujourd'hui le Parlement européen. C'était pas des députés qui étaient élus directement, c'était des députés nationaux qui étaient envoyés à Strasbourg. T'avais pas d'élection européenne, c'était la France qui disait bon voilà, je vais prendre 40 députés de l'Assemblée nationale, plus ou moins représentatif des tendances politiques, et vous, voilà, en parallèle des députés nationaux, en parallèle des députés à l'Assemblée nationale, une fois tous les 2-3 mois, vous irez à Strasbourg pour vous taper les trucs de l'Europe. Donc au début, c'était comme ça, et en 79, on a eu les premières élections européennes avec des députés européens élus au suffrage universel, et on a cette tendance où, à mesure que l'Union européenne acquiert des nouvelles compétences, a de plus en plus de pouvoir, le Parlement européen, lui aussi, acquiert de plus en plus de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on passe de plus en plus vers une réalisation de ce qui était, dès le départ, le projet européen, c'est d'avoir une union politique. Et à mesure que cette union politique se réalise, évidemment, doit y avoir un contrepoids démocratique, qui est le Parlement européen, et donc du coup, le pouvoir du Parlement européen croît à mesure que l'Union européenne acquiert des nouveaux pouvoirs. Donc le Parlement européen d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le Parlement européen de la fin des années 50. Il y a un niveau de pouvoir, mais qui est juste hallucinant. Qui n'a absolument rien à voir.
comparaison avec la France est un peu biaisée, je trouve, à cause de l'exception du régime présidentiel. Je connais bien l'Allemagne où les députés et les partis ont beaucoup plus de pouvoir qu'à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai qu'il y a la spécificité française qui fait qu'on a un parlementarisme qui est régulé, qui est maîtrisé largement par l'exécutif. C'est vrai que ce n'est pas la pratique dans d'autres régimes parlementaires en dehors d'Europe. Je fais une comparaison avec l'Assemblée nationale parce que voilà, on est en France, on est majoritairement entre Français, j'ai envie de dire ici, donc du coup, je fais référence à l'Assemblée nationale pour référer à des choses que vous pourriez connaître. Mais effectivement, les traditions politiques sont différentes dans d'autres États, et ça fait aussi, ça participe aussi au choc des cultures quand les députés européens arrivent à Bruxelles et à Strasbourg. Parce que un Français, il est paumé, hein. Un député européen fraîchement élu, ou s'il sort tout juste de l'Assemblée nationale, il débarque au Parlement européen, il comprend pas ce qui lui arrive, hein. Ça lui prend quelques mois de s'habituer. Alors que un député allemand, lui, c'est quasiment comme Bundestag, quoi. Donc ils comprennent les logiques, ils savent comment les choses fonctionnent. Je me souviens, mon député qui débarquait de l'Assemblée nationale, première réunion, dont je l'accompagne en réunion de commission, donc il rentre dans la salle, je le suis, et il se tourne vers moi et fait mais Quentin, vous avez le droit de rentrer, vous avez le droit de venir, vous devez avoir des réseaux super importants pour pouvoir venir. Moi je regarde, je fais mais quoi vous parlez, je fais mon boulot, j'ai le droit de venir en commission, vous avez une commission, faut bien que je suive ce que vous allez dire, j'ai le droit d'être là. Il fait bon, mais les assistants ont le droit, ils ont le droit d'aller dans les commissions. Je dis, ouais, mais même le public peut venir s'ils veulent. C'est open les réunions de commission, c'est pas réservé à une élite. Il fait bon, d'accord, l'Assemblée nationale c'est pas comme ça. Je fais habituez-vous, il y a plein de trucs, ça va pas être comme à l'Assemblée nationale. Hein. Pareil, le jour où je lui ai dit, alors en fait, pareil, premier rapport qu'on fait, donc on récupère un dossier. Je me souviens plus quel dossier c'était. Et j'ai dit voilà, je vais vous faire des propositions d'amendement et tout. J'ai rencontré des gens et tout. Je vais vous faire mes propositions d'amendement. Et il me regarde, mais il me fait mais comment ça vous écrivez les amendements? Je fais ouais, j'écris des amendements. Vous m'avez pas embauché pour faire le ménage ou pour être joli et sourire, enfin et répondre au téléphone. J'ai un boulot, je suis juriste, je fais des amendements quoi. Il fait mais c'est pas les administrateurs là qui font les amendements? Je fais comment ça? Je fais ouais, les fonctionnaires de la commission parlementaire, c'est pas eux qui écrivent les amendements. Je fais non. non, je fais mes amendements et faudra me passer sur le corps avant que je laisse quelqu'un d'autre écrire vos amendements. Donc non, je suis votre assistant, j'écris vos amendements et personne n'a votre mot à dire sur les amendements. Les administrateurs, ils ont pas leur mot à dire quoi. Je fais bon, quand même, c'est pas mal ce système où j'ai mon mot à dire et je peux faire les choses moi-même. Je fais ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal d'être élu à la représentation européenne. Donc voilà, il y a un léger choc des cultures pour les députés européens quand ils débarquent. Après, ils s'habituent et ils aiment bien. Ça fait partie des choses qu'ils aiment bien. Du coup, merci Hugo d'être passé. Envoie-moi le DM pour qu'on team up sur ces journées. On se tient au courant. T'aimes beaucoup Martin Zumborn du parti d'Ipartei, ce parti satirique du Parlement, à ta connaissance? Alors oui, effectivement, moi je suis pas un fan. J'avoue que je suis pas un fan. Donc Martin Zumborn, c'est un député allemand qui appartient au parti satirique effectivement allemand d'Ipartei, qui s'est fait élire ça fait déjà 2-3 mandats qu'il est là. Et pourquoi est-ce qu'il réussit à se faire élire? Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de seuil, électoral. En France, il faut avoir minimum 5% pour être élu. En Allemagne, il n'y a pas de seuil électoral, faut faire en gros 0,7% pour avoir un député. Moi, j'avoue que je suis pas très fan de Zumborn et de ce type de député, parce qu'en fait, c'est des députés qui ne servent à rien, qui fondamentalement ne servent à rien. En gros, c'est des mecs qui... Zumborn, il a pas écrit un amendement de sa vie. Il fait des sketchs de temps en temps pour se faire plaisir, en jouant sur les caricatures, etc. Mais il ne fait rien quoi. En gros, c'est une voix perdue. Moi, je considère que, au même titre quelque part que un député d'extrême droite peut objectivement être une voix perdue au Parlement européen, un député satirique, ça sert pas à grand chose non plus. Je veux dire, et même d'un point de vue un peu philosophique, c'est-à-dire je fais des blagues en permanence, je suis connu dans la bulle européenne pour mes mèmes, etc. Autant j'ai pas de problème à faire des blagues sur la politique,
faire de la politique une blague, ça me pose un peu plus de problèmes, si tu veux, quand t'es élu. Je considère qu'à partir du moment où t'es élu, t'as quand même une responsabilité à ne pas faire de la politique une blague. T'es là pour représenter les gens, t'es là pour faire des choses concrètes et améliorer la vie des gens. T'es pas là pour dire regardez le Parlement européen, je vais en faire une grosse blague aux frais du contribuable, quoi. Là, ça me gêne un petit peu plus, on va dire, dans la philosophie du truc. Mais bon, ça, c'est juste moi. Je regarde mes notes parce que c'est vrai que là on papote. Je regarde s'il y a d'autres trucs importants à dire. De quoi on a parlé? Si vous avez des questions, hein, allez-y parce que sinon moi j'ai ma liste. Hein. Quand on voit la misère des politiques, à mon sens, un rigolo qui s'assume n'est pas trop. Ouais, non. Franchement, vu le nombre de trucs qu'il faut gérer au niveau européen, non. T'as déjà largement assez de taf pour pas avoir un rigolo qui englone pas une, quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, encore une fois, c'est juste moi-même. Donc après, je peux comprendre qu'il y ait d'autres visions du truc. Attends, j'avais un autre truc qui était intéressant. Indépendance, enfin le rapport de force entre le Parlement européen et les autres institutions. Voilà, l'histoire du Parlement européen, c'est le Parlement qui essaie de choper de plus en plus de compétences, de pouvoir sur les autres institutions européennes. L'ennemi juré du Parlement européen, entre guillemets, c'est le Conseil. Le Conseil, c'est... Alors, Isabelle Coustet comparait ça au Sénat. Je suis pas très d'accord. Moi, je n'ai jamais vraiment considéré comme le Conseil européen comme étant... Enfin, le Conseil comme étant l'équivalent du Sénat. Le Conseil, c'est l'institution qui représente les intérêts des États. Où, en gros, ça va être la France, l'Allemagne, enfin, le gouvernement français, le gouvernement allemand, le gouvernement slovène, le gouvernement italien qui s'assoit et qui défend ses intérêts étatiques au niveau européen. Ils sont pas directement élus, c'est les ministres, c'est les gouvernements européens qui y siègent, donc on peut dire que c'est indirectement élu puisqu'ils sont l'émanation de leurs élections nationales. Mais c'est pas un Sénat. Moi, je considère pas ça comme étant un Sénat parce que déjà, il n'y a pas. Enfin, si on fait le parallèle avec la France, le Sénat est dans une position inférieure à l'Assemblée nationale en général, parce que si il y a la navette parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Au niveau européen, il n'y a pas vraiment système. Donc non, moi je suis pas nécessairement d'accord que le Conseil est un Sénat. Ça pourrait être une forme extrêmement embryonnaire d'un Sénat. Mais aujourd'hui, non, je ne considère pas ça comme étant l'équivalent du Sénat. Et donc, l'ennemi juré du Parlement, c'est le Conseil. Le Parlement passe son temps à se foutre sur la tronche avec le Conseil. Pourquoi? Parce que là où le Conseil défend les intérêts étatiques, et donc il essaie de garder le pouvoir vers lui, le Parlement européen, lui, au contraire, il dit voilà, moi je suis là pour défendre les intérêts des citoyens, je suis là pour défendre l'intérêt européen, et donc moi je veux plus de compétences, que plus de choses se fassent au niveau européen. Donc forcément, ça clash. Sachant que dans l'équilibre institutionnel, c'est le Conseil qui a le dessus. Hein, le Conseil est l'institution la plus puissante des institutions européennes. C'est elle qui a le plus de pouvoir. Et le Parlement européen essaie de choper du pouvoir là où il peut, en allant marcher sur les plates-bandes là où il peut du Conseil et d'aller grappiller des choses. Donc par exemple, on a un peu fini l'interview sur ça, c'était sur la désignation de la présidence de la Commission européenne. Les traités, ils disent quoi? Ils disent les chefs d'État et de gouvernement, donc le Conseil, nomment un candidat pour la présidence de la Commission européenne, et ce candidat doit, en tenant compte du résultat des élections européennes, et ce candidat doit être approuvé par le Parlement européen. Donc très clairement, le Conseil choisit, le Parlement approuve. Le Parlement européen, il dit en fait, moi, votre système, ça me va pas. Ce qu'on va faire plutôt, c'est le Parlement européen va, avant les élections, désigner des têtes de liste, qu'on appelle les Spitzenkandidaten. Il va désigner des têtes de liste, et le parti qui gagne les élections, celui qui gagne les élections, c'est sa tête de liste qui doit être nommé par le Conseil pour devenir président du Parlement, président de la Commission européenne. Donc en gros, tu inverses le truc, dans le sens où en fait le choix initial de la personnalité pour devenir président de la Commission européenne, c'est le Parlement qui in fine choisit, et le Conseil en fait se contente de faire de choisir par défaut ce que le Parlement veut.
ce qui est une logique d'inversement du pouvoir, non seulement sur le choix, mais aussi sur on va dire, pas la direction politique, mais l'inclinaison dans l'équipe politique de la Commission européenne. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, si tu dois ton job au Conseil ou au Parlement européen, bah tu vas pencher d'un côté ou de l'autre. Un président de la Commission européenne qui est désigné par le Parlement européen, validé par le Parlement européen, et ben naturellement, il va avoir une tendance à potentiellement être plus proche du Parlement européen. Alors que si il doit son job au Conseil, bah, il va peut-être avoir tendance à être un petit peu plus proche des États membres. Donc ça a aussi une influence sur les batailles politiques qui se jouent derrière. Et donc du coup, le Parlement, ça fait des années maintenant qu'il pousse ce système de Spitzenkandidat. En 2014, il a réussi. En 2014, le Parlement européen avait proposé ses Spitzenkandidat, ses têtes de liste, et le Conseil avait accepté de jouer le jeu. Le PPE avait gagné les élections, et ils avaient nommé comme Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois. Et le Conseil avait dit, bon bah très bien, on va mettre Jean-Claude Juncker comme étant président de la Commission européenne. Donc Jean-Claude Juncker était devenu président de la Commission européenne, indirectement désigné par le Parlement européen. Et ça avait, en gros, le PPE avait fait campagne en disant, bah voilà, si vous votez pour les députés PPE, eh ben, vous aurez Jean-Claude Juncker comme président de la Commission européenne. Et ce qui s'était passé. En 2019, rebelote, Parlement européen, on dit, ok, très bien. On repart sur les Spitzenkandidat, on nomme nos candidats et tout le tintouin. Sauf que bah, le Conseil, cette fois, dit bah en fait, votre truc, j'en veux pas. J'en veux pas. Non, c'est mort. C'est mort parce que j'aime pas votre candidat. Celui qui est sorti du chapeau, là, Manfred Weber, le PP a gagné à nouveau les élections. Et là, votre Spitzenkandidat, le Manfred Weber, bah moi, je l'aime pas. Je l'aime pas. Et du coup, je vais vous mettre quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, bah, je vais vous mettre Ursula von der Leyen. Et donc, Ursula von der Leyen a été ensuite approuvé avec grosse réticence par le Parlement européen, parce qu'il voulait pas, le Parlement européen en fait n'a pas voulu créer un blocage institutionnel, mais elle n'avait pas été désignée selon le système du Spitzenkandidat. Elle a été sortie du chapeau par le Conseil, par les États membres qui ont dit bah voilà, nous on va nommer Ursula von der Leyen, deal with it. Et là, bah, pour 2024, il y a la question qui se pose, comment ça va se passer, et le scénario le plus probable, c'est que on va voir un peu un mix entre les deux, dans le sens où il y a 95% de chances que Ursula von der Leyen reste présidente de la Commission européenne. Elle a fait lundi son acte de candidature, elle dit voilà, moi je veux rester à la présidence de la Commission européenne. Il y a de très grandes chances que le PPE gagne les élections, il y a de très grandes chances que le Conseil veut bien qu'elle reste. Mais du coup, elle va être nommée probablement en mars. Elle est sûre d'être nommée en mars parce qu'elle est la seule candidate. Elle va être nommée Spitzenkandidat du PPE. Le PPE va très probablement gagner les élections en juin. Et donc sur le papier, bah, le PPE, le Parlement européen peut dire bah oui, on a remis le Spitzenkandidat en marche puisque Ursula von der Leyen a été élue en étant Spitzenkandidat, mais le Conseil va dire bah non, nous on s'en fout de votre Spitzenkandidat, on la nomme parce que bah elle a fait le boulot et on veut qu'elle reste. Donc on va dire que le Parlement va probablement essayer un peu plus de sauver la face sur ce Spitzenkandidat, c'est cette tentative de démocratiser un petit peu, pas démocratiser, mais de renforcer la légitimité démocratique de la présidence de la Commission européenne par ce biais-là. Et donc voilà, vous avez en permanence en fait des tensions, des luttes de pouvoir entre le Parlement européen et le Conseil, et dans une moindre mesure la Commission européenne, pour savoir qui est-ce qui a le dessus, qui est-ce qui a le plus de pouvoir. Donc au final, en fait, comme disait un peu Hugo au début, ça peut paraître très chiant la politique européenne, mais en fait, c'est sous l'apparence de calme qu'il peut y avoir, en fait, il y a des vrais fights politiques qui se passent derrière, des vraies luttes de pouvoir entre les institutions. Autre démonstration justement qu'elle a évoqué sur un truc qui n'existe pas dans les traités, mais qui est devenu la norme, c'est le système d'audition des commissaires. En France, vous avez un nouveau gouvernement, le Premier ministre ou le Président de la République le sort de son chapeau, et voilà, vous avez un gouvernement, il est nommé, les ministres sont ministres. Parlement européen, la Commission européenne fait des propositions, dit voilà, j'ai des candidats, et le Parlement européen dit minute papillon, tes candidats, ils vont venir au Parlement européen, et je vais les cuisiner chacun pendant 4 heures,
pour s'assurer que c'est pas des branques sur les sujets sur lesquels ils sont censés être experts. Et après, on jugera. Et peut-être que je vais pas t'approuver tes mecs. Et ça, c'est une procédure qui a été inventée entièrement par le Parlement européen, qui n'est pas dans les traités. Et la Commission européenne l'a accepté, bon l'an mal an. Et donc, du coup, à chaque mandat, vous avez, pendant 2 mois, vous avez des auditions où les candidats pour devenir commissaire, donc l'équivalent des ministres au niveau européen, et ils se font cuisiner pendant 4 heures par les députés européens. Et chaque mandat, il y en a un ou deux qui se font retoquer. Parce que, voilà, non, toi en fait, t'es pas si compétent que ça sur tes domaines, ou toi politiquement, on n'est pas très bien sûr de ce que tu fais, ou en termes d'éthique, c'est pas forcément très, très bien. Après, il y a un jeu politique où, si tu retoques un candidat de la droite, la droite va tenter de retoquer un candidat de la gauche. Donc il y a un jeu de ping-pong entre les deux, mais c'est un truc qui a été inventé entièrement par le Parlement. Il y a combien de chances qu'on récupère les textos de Van der Leyen et de Pfizer? Très peu de chance, vu que je crois que les textos ont été supprimés, donc il y a peu de chances que tu les récupères. En revanche, il y a une affaire en cours devant la justice, puisqu'il y a le New York Times qui a attaqué la Commission européenne sur cette histoire-là, et je crois qu'il doit y avoir un jugement début 2024. Donc début de cette année, normalement, il doit y avoir un jugement. Mais après, j'ai pas la date précise. Mais les textos, non, tu les verras pas, parce que les textos ont été supprimés. Ça là-dessus... il n'y aura rien à faire. La seule chose qui va être décidée, c'est est-ce que c'était une faute, est-ce que la Commission européenne et Van der Leyen ont violé la loi ou pas, et donc créer le précédent pour la suite. Puisque effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros, quand il y a eu le Covid, une des grandes nouveautés suite au Covid, c'est que l'Union européenne a pour la première fois négocié des contrats au nom de tous les États. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la France qui se bat avec l'Allemagne, avec la Slovénie pour choper les vaccins, l'Union européenne a dit attendez les gars, on va tout négocier ensemble. Comme ça, on est sûr d'avoir tous des vaccins et on va pas se tirer des balles dans les jambes mutuellement. Et voilà. Et Van der Leyen avait dit voilà, oui, je suis très impliqué dans ce truc-là, et notamment, j'avais échangé des messages avec le patron de Pfizer dans le cadre des négociations, etc. Donc on avait dit ça un peu pour dire, voilà, vous voyez, je pousse aussi pour que les négociations passent. Et le New York Times avait demandé, tiens, Van der Leyen a dit qu'elle avait échangé des messages avec Pfizer, qu'est-ce que ces messages disent? Et Van der Leyen avait dit, Van der Leyen et la Commission européenne avaient dit, on sait pas et on va pas vous le dire, parce que ça n'est pas des messages qui sont susceptibles d'être concernés par les Freedom of Information Act. Donc en gros, normalement, tu as le droit de demander des actes, tous les actes qui sont faits officiellement par la Commission européenne, tu peux demander leur divulgation. Et la Commission européenne dit, non, les textos, compte tenu de leur nature éphémère, ne sont pas sujets à ces règles-là. Et d'ailleurs, Van der Leyen les avait supprimés, etc. Donc après, le New York Times du coup a attaqué la Commission européenne, disait non, la Commission européenne a enfreint les règles et aurait dû d'une part stocker les textos de Van der Leyen et les ouvrir, les permettre leur divulgation sur demande raisonnée de tierces parties, de journalistes, etc. C'est effectivement un des cailloux dans la chaussure de Van der Leyen. C'est pas la première fois qu'elle a des affaires avec des textos. Elle avait eu une histoire un peu similaire lorsqu'elle était au ministère de la Défense allemand. Mais voilà, ça effectivement, c'est un des cailloux dans la chaussure qu'elle a sur ce mandat-là. Après, on verra qu'est-ce que la justice dit. Effectivement, si la justice dit que la Commission européenne a eu tort, et donc Van der Leyen a eu tort, dans ce cas-là, ça va lui créer une complexité politique supplémentaire. Les failles ne sont pas censées garder les messages pendant 1 an. Alors après, je sais pas si c'est pour ça. Je pense que c'est plus sur les questions anti-terrorisme, etc. Je pense pas que sur cette base-là, tu peux demander la divulgation des messages de la présidence de la Commission européenne. Quoi. Je veux dire, je pense pas que un journaliste peut se pointer à un FAI et dire moi je veux voir les SMS d'Emmanuel Macron. Je pense pas que ça marche comme ça. Je pense que ça n'est pas ouvert pour ce type de procédure. Plein de trucs. J'avoue que là, que je vois l'heure qui passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez que je couvre? Je laisse tomber ma liste de sujets. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez que je creuse un peu plus? Sinon, moi, je vais commencer gentiment ma conclusion. Et vous parler du programme de la semaine prochaine. Enfin, de la semaine et de la semaine prochaine, parce que on va avoir des trucs intéressants la semaine prochaine.
Isoké. Alors si Isoké, dans ce cas-là, je vais faire ma petite conclusion. Donc j'espère que vous avez aimé cette interview. Nouveau format, donc faites-moi les retours hein, sur ce format un petit peu l'Europe pour les nuls. Là, on a commencé par le Parlement européen. J'espère en faire un bientôt avec la Commission européenne. Comme je l'ai dit, je ferai une émission sur le lobbying. Comme ça, on pourra discuter lobbying. Si vous avez d'autres sujets que vous pensez qu'il est important de couvrir dans ce cadre-là, dites-moi sur Discord ou ailleurs. D'ailleurs, ça me donne l'occasion pour vous mettre hop, le Discord. Bim bam boum. Alors, pas juste le Discord d'ailleurs, mais juste... mais... Putain, je sais plus taper. Voilà. Je dis, je sais même plus taper des putains de commandes... Putain, mais franchement, je suis fatigué, quoi. Voilà, Discord, Twitter, tout le tintouin, pour avoir les mêmes, les programmes et tout. Prochaine fois que je vous vois, je vous vois vendredi. Vendredi 17h pour la revue de presse en français. Et la semaine prochaine, on aura des grosses interviews. J'ai 2 interviews la semaine prochaine. Ça sera que en anglais, mais avec des bons profils, puisque lundi, j'aurai le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, David McAllister. Et le jeudi, j'aurai Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne. Je suis très contente, donc une des superstars de la Commission européenne. Je suis très content, c'est la première fois que je vais avoir quelqu'un... un commissaire européen, donc l'équivalent d'un ministre qui vient sur Twitch pour venir nous parler. Donc ça sera jeudi la semaine prochaine en anglais. Margrethe Vestager qui viendra avec nous pendant 1 heure pour faire une interview. Donc ça va être stylé, ça va être trop bien. Je suis assez jouasse de tout ça. Ça fait un moment que je voulais avoir des commissaires sur la chaîne, donc ça va être cool. J'espère que vous serez là, même si c'est en anglais. Mais autrement, voilà. Voilà le programme pour cette fin de semaine et teaser pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous ne followez pas déjà la chaîne, bah, lâchez un follow. Merci à tous les follow et encore une fois, merci au raid de Hugo. Si vous avez un Prime qui traîne, lâchez une pièce à votre streamer, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. On peut lui demander pourquoi elle a été en français pourra suggérer la question. Après, on pourra en parler suivant le temps qu'on a. C'est un sujet qui pourra être évoqué dans le cadre de la discussion. Vous savez comment ça fonctionne. Vous suggérez les questions et après derrière, ça dépend du mood, ça dépend du sujet dont on discute. Je n'ai pas de tabou, comme vous le savez. Tu as lâché le follow, bah ça fait fort plaisir. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, je vous retrouve vendredi ou la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.